Alors bonjour et bienvenue dans le podcast Sony So What. Aujourd'hui je reçois Akli Melouli, sénateur du Val-de-Marne. Écoutez, je suis ravie de le recevoir. Akli, bienvenue. Merci, moi aussi je suis ravi d'être avec vous, de faire ce podcast avec vous. Vu votre engagement, c'était un peu naturel qu'on vienne et puis j'espère que beaucoup de gens viendront parce qu'ils vont découvrir que c'est un moment très utile pour notre société. Écoute, je te remercie en tout cas d'avoir... On peut se tutoyer, hein. Non, on peut aussi, oui. Ça t'ennuie pas. Alors en fait, ici c'est une voix sincère dans un monde de bruit. L'idée du podcast, c'est de mettre en avant des parcours inspirants, pour mettre en avant aussi la puissance intérieure et la résilience. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir ce moment de vérité. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, ça devient un véritable acte de résistance en soi. L'actualité, aujourd'hui, elle est chargée avec tout ce qui se passe au niveau politique. Après, on bénéficie d'un alignement des planètes assez exceptionnel, là, parce qu'il se passe plein de choses. La dissolution du gouvernement Bayrou, la nomination du Premier ministre. Alors en fait, on a un peu l'impression que Macron, il est en train de nous créer une génération de premiers ministres à la retraite sans vraiment passer par la case du bilan. Écoute, j'espère que tu pourras nous en dire quelques mots aussi, parce qu'il a quand même enchaîné 4 ministres en 3 ans. C'est presque le DRH de la République, lui. C'est le 5e. C'est le 5e, là ? Oui. Écoute, même dans les boîtes du CAC 40 où on fait un peu l'apologie de la conduite du changement, même eux, ils n'osent pas changer aussi vite quand même. Ouais, c'est Lucky Luke de la politique. Écoute, en tout cas, c'est une actualité un peu folle, hein, et on sent que les repères, ils sont un petit peu compliqués à trouver en ce moment. Bon, en tout cas, j'espère que tu pourras nous parler de ton parcours. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Moi, j'ai pour habitude de toujours illustrer mon invité à travers une citation célèbre, à titre introductif. Et pour toi, en fait, j'ai voulu t'illustrer à travers une citation de Martin Luther King. Cette citation qui disait « Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier ». Oui, on voit bien aujourd'hui le droit international, quand il est bafoué, le 2 poids 2 mesures qu'on est en train de mettre en place, quand il est bafoué en Palestine ou dans d'autres lieux, au Congo, etc., quand on laisse faire par cupidité ou par intérêt et qu'on essaye de travestir ça sous défaut et qu'on attaque tous les gens, toutes les voix qui s'élèvent, eh bien oui, on met en danger le droit international. Et vous savez, ce qui caractérise les démocraties, c'est la justice. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. Alors quand les gens nous parlent de certains pays en disant que c'est des démocraties, notamment le gouvernement israélien qui se dit que ils ont été élus démocratiquement, c'est pas parce que vous êtes élus démocratiquement que vous n'êtes pas des dictateurs. Et donc on le voit bien partout. Donc c'est pas la façon dont on arrive au pouvoir, c'est comment on se comporte une fois qu'on est au pouvoir. Et ça, vous avez raison, cette citation de Martin Luther King, elle révèle effectivement ce qui est en train de se passer dans le monde, ce basculement où on sort du droit international, de la justice, pour laisser libre cours au rapport de force, à la haine et à la cupidité, et voilà, et à l'asservissement des populations et des peuples. Parce qu'il y a le droit international et la dignité des peuples. Et les deux doivent aller de pair. Et moi-même, je t'ai découvert à travers cette tribune où tu as pris une position forte, en fait, hein, à la tribune du Sénat. C'est l'humanité elle-même qui s'effondre. Jamais dans l'histoire contemporaine, un peuple n'a été aussi méthodiquement isolé, affamé, bombardé, privé d'accès aux soins et aux secours. Gaza est aujourd'hui le théâtre d'une catastrophe humanitaire totale, sans précédent, rendue possible par l'inaction de la communauté internationale et le silence complice de nos grandes puissances. C'est la première guerre moderne durant laquelle aucun couloir humanitaire n'a été mis en place. La première durant laquelle des blessés graves ne peuvent être évacués. La première durant laquelle des enfants meurent de faim à quelques mètres d'entrepôts pleins d'aide humanitaire volontairement bloqués. Cette réalité interroge notre conscience collective. Quand des femmes accouchent au sol, sans anesthésie, quand des chirurgiens opèrent à la lumière des téléphones portables, sans eau, sans médicaments, quand l'odeur de la mort remplace celle de la vie, alors ce n'est plus une guerre, c'est un effondrement moral. Il y a plus d'1 an, je disais déjà dans cet hémicycle qu'à Gaza, on ne soignait plus, on amputait. Aujourd'hui, on n'ampute plus, on enterre. Et chaque jour qui passe sans un cessez-le-feu, sans aide, sans voix pour crier la réalité, est une trahison de nos valeurs fondamentales et de la dignité humaine. Il est temps de passer des discours aux actes.
La France doit soutenir le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et reconnaître sans tarder l'État de Palestine. Unique levier pour imposer enfin le respect du droit international et stopper ce génocide. Ainsi, monsieur le ministre, notre pays compte-t-il prendre ses responsabilités et exiger un cessez-le-feu immédiat, l'ouverture d'un corridor humanitaire, le respect des décisions des instances internationales et enfin, quand reconnaîtrez-vous l'État de Palestine ? Tu as eu ce discours, moi je dirais, fondateur aussi par rapport à la défense du droit international aussi. Oui, le problème c'est que depuis, effectivement, les gens font comme si les choses avaient démarré le 7 octobre. Non, ça dure depuis 1974. Il y a effectivement, on nous explique que les Palestiniens ne veulent pas faire la paix ici. Arafat a signé, ce n'est pas un Palestinien qui a tué Yitzhak Rabin. Donc à un moment donné, on ne peut pas, l'histoire, elle ment pas. L'histoire, c'est des faits, et c'est des faits avérés. Et ça, tout le monde le sait. Et je ne comprends pas que certains fassent l'autruche pour ne pas le voir. Nous avons été, avec une délégation, en février 2024, à Rafah. On n'a pas pu entrer à la frontière. On a vu l'aide humanitaire qui était là. C'est pour ça que j'avais dit c'est la première fois dans le monde qu'on voit des images de gens, on voit un génocide en direct. Et j'ai pas peur des mots parce qu'il faut arrêter de vouloir jouer. C'est le statut de Rome et vous reprendrez les qualificatifs. Il y en a qui disent qu'ils cochent 3 sur 5, je pense qu'ils cochent même 5 sur 5. Et donc aujourd'hui la famine c'est une arme de guerre, c'est une arme de génocide. Alors on veut déplacer les gens, ils le disent, ils l'annoncent. En plus ils le disent. Et tous ceux qui défendent la dignité du peuple palestinien, les humanistes, sont agressés, enfermés, persécutés par notre police, par notre justice. C'est inadmissible. Et ceux qui, sur les plateaux, font l'apogée du génocide, font l'apogée des crimes de guerre, ne sont en rien inquiétés. C'est ce qui est inquiétant. Quand vous enlevez le droit, vous mettez quoi à la place ? Parce que ce n'est pas parce que ça vous touche et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais la réalité, c'est le droit qui doit, effectivement. Et ce droit, on l'avait construit en 1948, justement pour ne plus jamais revivre les deux guerres qu'on a vécues. Justement pour ne pas revivre ces génocides. Justement pour ne pas revivre ce qu'on a fait, les horreurs qu'on a fait et ce qu'on a fait aux hommes de cette planète. Et donc, ce droit, on l'a construit. Et là, il est en train de mourir parce qu'on est incapable de faire respecter ce qu'on a construit. Et on peut se draper dans tout ce qu'on veut. La réalité, l'histoire les jugera. Ceux qui ont défendu, ceux qui se sont opposés, étaient du bon côté de l'histoire. Et quand je dis aujourd'hui aussi, c'est une réalité. Nous avons demandé, nous les écologistes, depuis le début, depuis le mois d'octobre 2023, nous avons demandé, parce que nous savions quels étaient le dessein qu'avait ce gouvernement génocidaire, fasciste. Nous avions demandé l'entrée de la CPI, de la Cour pénale internationale, pour qu'elle juge tous ceux qui ont commis des crimes, quelle que soit leur origine ou leur religion, parce qu'on juge des personnes sur leurs actes et non pas sur leur ethnie ou leur religion. Donc on avait demandé que la CPI rentre. Qui n'a pas voulu laisser rentrer la CPI ? Les journalistes, qui les assassinent, qui assassine les médecins, qui assassine les intellectuels pour créer un no man's land, pour faire fuir le peuple palestinien. C'est une réalité et on le voit tous les jours. C'est documenté, c'est plus que documenté. Et aujourd'hui, on assassine plus de 200 journalistes. C'est-à-dire qu'on empêche les journalistes de rentrer pour faire leur travail. C'est la première fois que sur un territoire de guerre, on empêche l'entrée des journalistes, l'entrée de la justice, du droit et l'entrée de l'humanitaire. C'est quand même fort de café, non ? Bah écoute, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on insiste à un inversement total des valeurs où les victimes sont considérées comme les coupables et que les bourreaux sont considérés comme les sauveurs, ou je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que tu as un inversement des valeurs et que ça se passe dans le plus grand calme, sans que personne vraiment intervienne de manière ferme. Oui. Et que ça se passe en plein jour avec les caméras allumées et que en fait on se sent un peu impuissant. Enfin moi en tant que spectatrice, parce que finalement on a un peu ce rôle-là, on assiste impuissant à ce qui se passe depuis des mois voire des années maintenant et on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter en fait ? Oui, je crois qu'on n'est pas impuissant, c'est-à-dire qu'on voudrait tous faire beaucoup plus, mais je crois que les Palestiniens entendent nos voix. C'est peut-être ce qui leur donne ce courage, parce que c'est un peuple résilient, le peuple palestinien, depuis toujours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au-delà de la mort, c'est la dignité du peuple palestinien qu'on essaie de briser. Et qu'est-ce que font nos médias ? C'est pour ça que j'en veux, et je dis, vous avez vu qu'ils n'ont pas dénoncé la mort de leurs collègues journalistes, quand même. Ce serait passé en Ukraine, à juste titre, ils l'auraient fait, mais ils ne le font pas en Palestine. Non, mais c'est tout le temps du deux poids, deux mesures, en voilà. fait.
Et donc, on ne peut pas construire un monde sur du deux poids, deux mesures. Et puis, le travail qu'ils font de déshumaniser les Palestiniens. Ils ne parlent jamais des victimes palestiniennes. Et chaque fois qu'on parle, on nous parle du Hamas, des otages, etc., qu'on a déjà condamnés, qu'on a su. Mais je leur dis, vous en parlez, vous. Nous, on vient parler de ce dont vous ne parlez pas. Les victimes palestiniennes, vous n'en parlez pas. Arrêtez de me ramener à parler de ça. On en a parlé, vous n'arrêtez pas d'en parler. C'est en boucle. Les otages, c'est en boucle. Et c'est normal qu'on les demande. Personne n'a dit le contraire. Mais je leur dis, pourquoi vous ne faites pas le même traitement avec ces enfants palestiniens? Vous savez, au-delà de ceux qui sont morts. Il y a plus de 20 000 enfants qui vont être handicapés à vie. Ce génocide est en train de créer ça. Et puis l'autre élément que les gens ne savent pas, aujourd'hui, les Palestiniens, qui est un peuple qui est basé sur la solidarité, la souffrance crée de la solidarité. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est que d'habitude, il y a des tentes. Vous savez, ils ont des tentes par famille. Et la dernière tente, c'est toujours la tente des orphelins. Et chaque famille, quand elle fait à manger, elle garde la part de l'orphelin. Sauf comme aujourd'hui, il n'y a plus rien à manger. Et bien le choix qu'ils doivent faire, c'est est-ce qu'ils font vivre leurs enfants, est-ce qu'ils font vivre l'orphelin. Vous vous rendez compte? Et ce que j'ai vu aussi, ce que m'ont dit les médecins, déjà en février 2024, Raphaël Pitti me disait, à Gaza, on ne soigne plus, on ampute. Là, on n'ampute plus, on enterre. Et donc, il disait qu'il n'avait jamais vu ça. Jamais vu ça. Il n'avait jamais vu ça. Et il disait, effectivement, on essaie de déshumaniser le peuple palestinien. On essaye de faire en sorte, justement, parce qu'en le déshumanisant, vous ne ressentez pas la même douleur. Oui, on n'a pas. En fait, c'est des techniques manipulatoires qui consistent à mettre une distanciation et à ne pas rendre la chose réelle aussi, quelque part. Ça devient des chiffres, ça devient presque des objets, quelque chose qu'on n'arrive plus à personnifier. Mais déjà, et du coup, ça crée de la distance. C'est ça. Déjà, à l'époque, ils expliquaient que des snipers à Rafah, où les gens on leur avait dit d'aller se réfugier, des snipers, des toits, des fenêtres, tout ça, tiraient sur des enfants. Pas pour les tuer, pour les blesser. Et donc, eux, en tant que médecins déjà, ils devaient choisir s'ils sauvaient l'enfant, le vieillard, etc., parce qu'ils n'avaient pas les moyens de sauver tout le monde. Et donc, déjà, quand vous avez fait, effectivement, quand vous avez fait le serment d'Hippocrate, vous êtes obligé de soigner tout le monde. Et donc, ils devaient déjà faire ce choix. Et en plus, pourquoi ils me disent ils amputaient? Parce qu'en fait, ils pouvaient soigner les gens, ils auraient pu les sauver. Sauf que comme s'ils leur mettent des pansements, comme ils ne savent pas s'ils vont les revoir de sitôt, le pansement va gangréner, ça va faire de la gangrène. Et donc, il faudra les amputer. Et donc, en fait, ils anticipent l'amputation parce qu'ils n'ont pas les moyens de les soigner. C'est ça l'horreur, ça c'est de l'horreur. Et personne ne le démontre, et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, c'est les silences complices. C'est-à-dire que tous ceux qui n'auront rien dit doivent être jugés. Pour moi, le tribunal international, la CPI, doit juger, y compris ceux qui ont été complices de ce génocide. Ceux qui ont laissé faire. Parce que laisser faire, en fait, c'est être complice. Tout à fait. Il n'y a pas, là, soit vous défendez le droit, soit vous êtes complice. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Là, il y a deux lignes et il faut savoir. Et d'ailleurs, effectivement, après, je comprends qu'il y en a qui ont encore l'esprit colonial, en pensant qu'il y a des sous-races, etc., qu'il y a des gens qui ne méritent pas de vivre. Ça, je ne le comprends pas, voilà, contre. Ça, c'est l'esprit colonial. C'est ceux qui ont génocidé, les Indiens et d'autres. En Algérie, il ne faut pas oublier non plus l'Algérie, quand on a fait du peuplement, Nouvelle-Calédonie. On pourrait citer des exemples à Tierlaigo. Et donc, ceux-là, ils ont leur matrice. Mais là, face à l'horreur, ils commencent à basculer quand même, parce qu'ils ont essayé de couvrir, mais je crois que là, ça dépasse, et on le voit bien, ils vont bombarder partout. Alors, ils bombardent l'Iran, on dit, ouais, bah, c'est bien, ils bombardent, ils vont... Mais vous savez que si vous faites exploser un site atomique, c'est la planète qui est en danger, totalement. Donc, c'est un écocide. Il y a le génocide et l'écocide. Donc, il y a des gens qui deviennent irresponsables tellement ils sont dans une matrice qu'ils en perdent la notion du droit et de la société. L'Iran, quel qu'il soit, ils ont les droits comme les autres. Vous savez, c'est comme les gens ici qui sont en prison, on dit ils n'ont plus de droits. Si, ils ont encore des droits, ils ont commis des choses, ils vont répéter. Et c'est comme si on disait à des gens, dans les quartiers, vous n'avez plus de droits, vous êtes traités différemment des autres. C'est ça le problème qu'on a, c'est que le droit, s'il s'applique à géométrie variable, comment voulez-vous faire société? Comment voulez-vous créer une cohésion ou un nouvel ordre mondial avec des gens qui disent, bah, maintenant c'est le rapport de force. Et dans le rapport de force, il n'y a pas d'ordre. Ça, il faut quand même que les gens l'entendent. Dans ton discours, on comprend que tu es un homme de terrain, un homme engagé, et que tu as un parcours qui est quand même très ancré dans le réel. Ça s'est forgé à travers les différentes luttes, les différentes peut-être négociations aussi que tu as dû avoir, parce que je sais que tu viens du milieu aussi du syndicalisme. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et de ton cheminement personnel? Alors moi, au départ, je ne suis pas destiné à faire de la politique, c'est ce qui est drôle parce que souvent les gens disent « j'en ai rêvé ». Moi, au départ, je commence comme animateur.
de quartier, avec des jeunes, comme on connaît. Ensuite, je suis devenu éducateur de rue, éducateur spécialisé. À l'époque, on avait encore des éducateurs de rue, c'est-à-dire qu'on allait dans la rue. On allait dans les halls d'immeubles à minuit, à 1h. C'était vraiment la proximité, quoi. Oui, maintenant, il faut être deux, les gens, le retrait, tout ça. Nous, avant, on avait des appartements dans les quartiers, on s'occupait des jeunes, on les accompagnait, on les emmenait en décrochage quand ils étaient dans la drogue, etc. Donc, il y avait un travail qui était fait, donc j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai toujours été, ma fibre sociale a toujours été là, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que j'avais, et j'ai travaillé avec ces jeunes, et d'ailleurs, je peux le dire là, parce que je pense que beaucoup de jeunes en gardent des souvenirs. Ils gardent le souvenir certainement de quelqu'un de dur, de ferme, mais sur lequel on pouvait compter et qui t'accompagnait jusqu'au bout. Parce que je crois parce que j'étais juste, je pense, et je le dis, parce qu'il y a des gens qui vont regarder, donc ils pourront commenter, donc ils se reconnaîtront, je pense que j'ai toujours été juste. Et je pouvais être ferme parce que justement j'étais juste. Vous voyez, ça revient au droit avant. Quand on est juste, on peut avoir de la fermeté. Quand vous êtes injuste, la fermeté n'est pas comprise, ça devient un rapport de force. Et donc moi, la fermeté, c'est pas un rapport de force, c'est un cadre et un rappel des valeurs et du cadre. Et comme, effectivement, j'étais juste, que moi, je ne dérogeais pas à ce cadre-là, donc je pouvais avoir cette exigence, cette fermeté, et essayer de les accompagner le plus loin possible. Ensuite, j'ai fait directeur jeunesse, chef de projet. J'ai atterri comme chargé de mission à la Ligue de l'enseignement sur les questions de citoyenneté, justement, de laïcité, etc. Alors aujourd'hui, tout le monde raconte n'importe quoi, ils ne comprennent rien à la laïcité. Ils ont même réinventé la laïcité, ils en ont même fait une religion. C'est pour vous dire que la laïcité, c'est le ciment du vivre ensemble. Ce n'est pas une nouvelle religion. Et donc, il y en a qui disent « je suis laïque ». Mais personne n'est laïque. C'est l'espace qui est laïque, c'est l'État qui est laïque. Vous êtes croyant, pas croyant, ce que vous voulez, vous avez le droit. C'est justement ce que vous garantit la laïcité. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui comprennent rien à ce qu'ils racontent. Et ensuite, j'ai déboulé à la CFDT, au syndicalisme, sur les questions de discrimination au travail, parce que j'étais dans un groupe qui s'appelait Social Plus, avec où on réfléchissait à ce demain. Et donc, le secrétaire de l'époque, Michel Caron, m'a proposé de rejoindre... pour travailler là, parce que pas pour être juste syndicaliste, mais pour rentrer à la Confédération, pour m'occuper de ces questions-là, avec mon collègue Omar, Stéphane Larion qui est décédé, que je salue, paix à son âme, Denis Jacot qui était sur l'International, qui était un gars brillant, mais qui est décédé, et qui a d'ailleurs accompagné Lula dans son parcours syndicaliste, parce qu'à l'époque, Lula était un syndicaliste, et donc accompagné par Denis Jacot, et comme l'appelle Lula, effectivement, Denis Jacotte, mais paix à son âme, voilà. Donc c'est avec des personnes aussi comme ça que vous forgez une matrice, et que Et c'est vrai que pendant tout ce parcours-là à Provence d'Arles, et quand on a travaillé, c'était de regarder effectivement si ce qui était fait était juste, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'incantation ou des choses. Il faut regarder concrètement. C'est-à-dire que quand, par exemple, je vous donne un exemple pour que les gens comprennent, quand les gens me disaient, Akli, on a bien négocié sur l'accord, et donc il y aura ci, il y aura ça et tout ça. Donc moi, j'allais regarder effectivement sur la masse salariale, sur les gens, j'allais regarder la masse salariale. Si la masse salariale ne bouge pas ou elle diminue, et que les gens ont eu des augmentations, forcément, ils l'ont pris sur des emplois qu'ils ont économisés. Donc ils ont licencié, ils ont enlevé. Donc elle doit augmenter s'il y a eu des avantages. Donc voilà. Donc des petites subtilités comme ça, nous, on regardait vraiment les choses sur le terrain, en disant, qu'est-ce que ça change dans la vie des gens? C'est ça qu'il faut se poser la question. Et l'autre question qu'il faut se poser, je crois, que quelle que soit notre place dans cette société, il faut de l'humilité. Il n'y a pas des gens qui ont une place plus importante. Vous savez, on est tous un petit colibri. On fait tous notre part. Eh bien, c'est de se dire à quel moment je suis utile ou je ne suis pas utile. Et moi, ma boussole, que ce soit quand j'ai commencé comme animateur, quand j'ai été dans l'associatif et chargé de mission, quand j'ai été à la CFDT, quand je suis passé au cabinet Duchon dans la politique, quand j'ai été mon mandat d'élu, je me suis toujours posé la question, est-ce que je fais est utile ? Et c'est vrai que c'est difficile, parce que comme vous ne voyez pas le travail, on ne voit pas les résultats rapidement, c'est du long terme, c'est plus compliqué, c'est vraiment... Et les gens sollicitent parce que les gens ne voient que ce que vous faites pour eux, dans l'immédiat, et ne voient pas ce que vous faites dans l'intérêt général et sur le long terme. C'est toujours difficile. Oui, parce que ça ne produit pas forcément ces effets immédiats. Ben, le travail de fond, ça prend pas d'effet, enfin, ça n'a pas d'effet immédiat. Et parfois... on est un peu dans l'instantanéité, on veut du résultat immédiat, donc souvent en politique, je trouve qu'ils font des effets d'annonce, ils annoncent des grandes choses, juste pour avoir cet effet immédiat, mais sur le fond, le travail de fond, ça prend du temps. Et c'est ce qu'on appelle, ce que disait mon père, je ne sais pas si vous avez votre bateau, mon père, paix à son âme, me disait, moi je suis un paysan, lui-même le disait, même si c'était ouvrier après ici, mais parce qu'il vient de la terre, et il me disait, des fois, toi, tu veux récolter les fruits avant d'avoir fait le travail. Parce que c'est ce qu'on dit aux gens. Les gens ne voient que la récolte. Mais ils ne voient pas qu'il fallait défricher le terrain,
qu'il fallait labourer, qu'il faut l'entretenir, qu'il faut semer, qu'il faut arroser, etc. Et même comme ça, vous n'êtes pas sûr de la récolte, mais vous pouvez, au moins, vous êtes sûr de la récolte. Mais quand vous faites rien, vous êtes sûr de rien avoir. Ça, c'est aussi le paradoxe. Ça, c'est juste le préalable pour se mettre dans les meilleures conditions de la récolte, si récolte il y a. Voilà. Et donc, quand vous expliquez ça aux gens, les gens, ils ne voient que le fruit, en fait. Ils ne voient pas le travail et le risque. La nature, visible, elle peut jouer des tours, que des fois, ça ne se goupille pas comme on veut. Et des fois, et comme les gens viennent vous voir pour vous demander des services, et je peux le comprendre, et je le dis. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais Akli, j'aime bien, tu es un propre. Alors, toujours, les gens, ils vous prêtent que vous êtes ça, parce que vous êtes dans les... Parce qu'en fait, les gens ne transfèrent sur vous que comment eux, ils agiraient, s'ils étaient à votre place. Oui, ils projettent sur toi leur propre comportement. Leur propre comportement qui ferait, s'ils avaient ce pouvoir-là, ils feraient ça. Mais c'est pas ce que je disais aux gens. Je dis, le problème qu'il y a, c'est quand les gens viennent voir, vous demander un logement, et que vous les aidez parce qu'ils sont gens, il y a toujours une raison, vous le retirez à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a pas de logements qui se sont construits dans la nuit. Quand ils vous demandent une place de crèche, c'est la même chose. Donc, toujours au dépens, au détriment de quelqu'un. Donc en fait, c'est ce qu'il faut mesurer. C'est ce qu'il faut mesurer. C'est l'arbitrage, être dans la bonne mesure. C'est très difficile, c'est très frustrant, parce que les gens ne voient que ce que vous faites pour eux, ils ne voient pas ce que vous défendez collectivement. C'est ça le problème de la politique. Après, on dit tous les politiques sont pourris, tout ceci, tout cela. Mais les gens, eux-mêmes, veulent attendre du politique qu'il soit comme ça, qu'il soit clientéliste. Donc il faut sortir de tout ça, il faut travailler, il faut effectivement aider les gens, il faut les accompagner, on le fait, sur de ça, mais il faut essayer de rester dans un cadre. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast ? J'ai suivi déjà le fait que l'animatrice m'a proposé plusieurs fois. Donc déjà, une persévérante et pugnace. Et puis, dans l'échange qu'on a eu, il y a un truc qui m'a beaucoup touché et marqué, si vous voulez, pour le faire, c'est que parce qu'on ne sait plus ce qu'on dit, mais m'a dit que tu le faisais parce que tu voulais rendre ce que truc. Et donc, j'ai trouvé ce comportement qui est ce qu'on appelle l'altérité et la réciprocité. Je donne, je reçois et je rends. Et j'ai trouvé que cette façon de faire, cette logique qui t'animait dans ton émission, de donner à voir, de donner aux gens à avoir envie, ce que j'avais fait aussi dans d'autres émissions sur RTVC, de donner aux gens à voir et de dire aux gens d'ouvrir le champ des possibles, d'avoir des profils atypiques, d'avoir des gens qui se sont faits ou qui, mais qui permettent de dire aux gens, croyez en vous, allez de l'avant, rien n'est écrit, ne vous laissez pas assigner à résidence, essayez de vous-même, vous devez avancer. Dans la difficulté, on ne va rien vous donner, on va pas vous promettre la lune, mais en tous les cas, on vous donne des éléments, on vous dit, nous, c'est possible. Moi, quand on me disait ça quand j'étais jeune, je disais, ouais, ils me disent ça pour m'enfumer, mais en fait, c'est vrai que c'est possible, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est bien que j'ai bousculé le champ des possibles. Vous avez bousculé le champ des possibles dans votre travail. Je ne sais pas si nos téléspectateurs connaissent votre travail, votre parcours, vraiment qui repartent après des études tard pour essayer d'avoir des diplômes, etc. On a beaucoup de gens et on ne les voit pas. Et donc, je trouvais très intéressant cette idée, ce concept de podcast qui permet de donner à voir à nos futures générations, aux gens, qu'effectivement... Que rien n'est écrit. Rien n'est écrit et que c'est à eux d'écrire leur histoire. Tout à fait. Et si tu avais une chose à transmettre par rapport à ça, à ces valeurs, ça serait quoi ? Moi, d'abord, je leur transmettais qu'il faut être loyal. Dans la vie, vous ne récoltez que ce que vous semez. Si vous semez de la haine, vous récolterez de la haine. Si vous semez de l'amour, vous récolterez... Moi, je dis l'amour parce que, pour faire vite, mais on a bien compris, on n'est pas des bisounours non plus. Mais si vous êtes si vous avez de la dignité, si vous respectez les gens, et quoi qu'il arrive, ne jamais calculer, ne jamais être dans le calcul ou dans l'attente, parce que sinon vous allez développer de la frustration, de l'amertume quand vous n'aurez pas. Moi, j'ai aucune frustration, aucune amertume. J'ai fait mon parcours quand effectivement j'ai toujours été réglo, loyal. Quand j'ai vu que les gens en face ne l'étaient pas, j'ai pris ma liberté. Mais j'ai pris ma liberté en l'assumant et en le disant. Je n'ai jamais trahi qui que ce soit. Je le dis, je vous le dis dans les yeux, parce que tous ceux qui verront le sauront, je ne trahis personne. J'ai un mauvais caractère, j'ai des défauts comme tout le monde, mais en tous les cas, moi, je le fais en face. Personne ne pourra dire qu'il a eu un coup dans le dos, etc. Au moins, c'est en face. Quand vous voulez abattre quelqu'un, une balle entre les deux yeux, c'est beaucoup plus pratique et rapide que c'est une boutade, parce que comme je suis dans la non-violence, mais... En tous les cas, voilà, c'est une expression. N'allez pas croire que effectivement dans le dos. Vaut mieux parce que. Je préfère les rapports francs et sincères, voilà. Et puis les yeux dans les yeux.
parce que quand je dis il faut défendre la dignité, moi aussi j'ai de la dignité. Et il y a 2 choses que mon père m'a dit, paix à son âme, avant de partir. Il y a 2 choses qu'on ne rachète pas dans la vie. La confiance et la dignité. Quand vous les avez perdues, vous les avez perdues. Et il n'y a aucun argent qui rachète la confiance et la dignité. Vous savez, il y a un petit proverbe chez nous, un Kabylie qui dit, quelqu'un qui a fait fortune, avec son père il fait fortune, et il va voir son père, parce qu'ils ont fait fortune, c'est des gens qui n'étaient pas si fréquentables que ça, donc ils ont fait fortune, et il va voir son père et dit, papa, maintenant on peut être des notables. Et qu'est-ce que lui a répondu le père? Mon fils, on sera des notables quand tous ceux qui nous connaissent seront morts. La notabilité, vous ne l'achetez pas. C'est le sociogramme, c'est-à-dire c'est les gens qui vous reconnaissent, ce n'est pas l'organigramme, ce n'est pas les fonds, ce n'est pas le ruissellement de l'argent, c'est les gens, dans leur regard, quand ils voient, ils vous reconnaissent. C'est ça le plus... Chacun fait des choix. Oui, non, mais chacun fait des choix. Moi, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le regard de l'autre. Mais avant le regard de l'autre, c'est le mien. Ouais, ton propre regard dans le miroir quand tu te regardes. Quand je me regarde dans le miroir, j'essaye d'être pas toujours fier de moi, parce que sinon on mourrait, donc parce que j'espère faire mieux, mais voilà, toujours à Santa Cruz. Et puis, quand je me regarde dans le miroir, j'essaye de faire attention de ne pas voir un lion là où il y a un chat. Donc j'essaye de pas me tromper, de ne pas avoir de miroir déformant non plus. Et justement, avant de parler de ton parcours politique, de ton engagement, moi j'aime bien retourner à la genèse, à la racine des choses. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens? Quel est ton parcours? Alors moi je viens d'un petit village de Kabylie. Mes parents m'ont ramené dans leur bagage. En fait, mon père était déjà là. Et ma mère m'a ramené dans ses bagages. J'avais 6 ans. Donc voilà, donc je suis arrivé dans les bagages de ma mère avec ma sœur, pour qui j'ai une pensée, parce qu'elle nous a quittés en 2010 d'un cancer, donc juste avant Mouloud Aounid, qui lui est parti en 2012, donc avec qui on était amis. Et donc je suis arrivé avec elle, on est arrivé ici, donc et on a été scolarisé, on a essayé de faire les études, et puis j'ai pu voir l'injustice que l'on vivait dans les quartiers, c'est pas du misérabilisme, attention, hein, parce qu'on était riches, hein, nos parents nous aimaient et tout, et puis voilà, et je me souviens par exemple pourquoi il fallait faire plus, parce que moi quand j'allais me plaindre à mon père de l'école, etc., il me disait une phrase tout le temps, il me disait, je t'ai pas envoyé à l'école pour enseigner aux enseignants, je t'ai pas envoyé à l'école pour vous donner des leçons, je t'ai envoyé à l'école pour apprendre. Si tu veux pouvoir un jour leur dire leur cas de vérité, il faut que tu apprennes et que tu sois mieux qu'eux. Parce que sinon, tu seras toujours en dessous. Il faut t'élever, mon fils, si tu veux être entendu et écouté. Élève-toi. Moi, et souvent, tous ceux qui nous regardent vont rigoler. Mes parents me disaient souvent, ils n'ont pas fait d'études et tout. Ils disaient, tu vois, nous, tu vas à l'école. Si on avait été à l'école, on aurait été ministre, on aurait été ça. Toi, tu fais quoi? Et quand on était fiers de nous, quand on arrivait avec un truc où j'étais fier, je me souviens personnellement, mon père, je lui disais, il m'a dit, mais tu te prends pour qui, tu crois quoi? T'as fait quoi? T'as sauvé des gens? T'as sauvé l'humanité? T'as fait quoi? En fait, c'était quelqu'un qui était le bon sens paysan, quoi. Il me disait, voilà, et ne pense jamais que t'es arrivé, quoi. Il faut l'humilité comme valeur, comme boussole. Voilà, et regarder les autres avec respect, voilà. C'est des petites choses comme ça, mais voilà. Alors les gens, ils vont dire, ah ben ça, mais c'est trop facile parce que quand on a truc. Mais moi, je parle de l'enfant que j'étais. J'ai grandi dans la cité, j'ai fait des bêtises comme tout le monde. Je cache pas, j'ai eu des problèmes comme tout le monde. Voilà, j'ai pas été un enfant, et les gens qui me regardent le savent, donc je vais pas le cacher. J'étais un enfant turbulent, j'étais un enfant difficile. Bon, après, voilà, et j'étais un enfant révolté, je suis passé par toutes les étapes, et puis après, ça s'est remis, voilà. Mais quand j'ai commencé à travailler comme animateur, éducateur, c'est là où les choses se sont remises dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, mon logiciel qui était avant plus tourné sur moi, les copains, tout ça, qui était le truc, je l'ai juste inversé, en fait. En fait, j'ai juste inversé un logiciel. Et donc, voilà, et c'est cette prise de conscience. Et je crois que tout le monde a une prise de conscience. Et moi, je dis aux gens, faites votre vécu, faites votre histoire, faites des erreurs, mais à un moment donné, ayez la force de faire votre, de faire votre bilan, de regarder votre logiciel, d'expérimenter, mais à un moment donné, de regarder sur le logiciel, qu'est-ce qui va pas pour le... Voilà. Et moi, je le dis toujours, moi, donc j'en viens, dans les quartiers populaires, il y a une formidable solidarité, contrairement à ce que disent, on parle souvent des petits pourcentages, des trucs, mais il y a une formidable solidarité. Moi, j'ai connu ça. Mes parents, avec nos voisins, tout ça, il y avait toujours une solidarité. C'est-à-dire qu'à l'époque, aujourd'hui, il n'y a plus de lien social. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a plus d'éducation populaire. Moi, je suis un produit d'éducation populaire quand j'étais gamin, donc il n'y a plus d'éducation
d'éducateurs, d'animateurs dans les quartiers, il y a moins d'argent. Donc on a enlevé ça, on n'envoie que de la police. Donc c'est pas de la police qui fait, même si c'est des gens... C'est la répression. Voilà, on est plus là-dessus, mais en leur demandant ça, parce qu'il y avait de la police de proximité qui était une police de protection, parce que vraiment la police doit vous protéger. Vous ne devez pas avoir peur de la police, elle doit vous protéger. Donc il y a des gens bien dans la police. Il ne faut pas non plus... il y a des brebis galeuses, mais il faut pointer tout le monde. Mais voilà, je veux dire, donc du coup, il y avait ce truc. Et quand on était enfant... Moi, quand je rentrais, si ma mère n'était pas là, parce qu'elle était partie en course, ma voisine me prenait le cartable et me donnait un goûter. Donc j'avais un lien avec les adultes. J'avais un lien, j'avais dans leur regard, j'existais. Aujourd'hui, si vos parents ne sont pas là, dans le quartier, ce qui est malheureux, c'est le changement, eh bien, vous êtes... Les enfants, les gamins sont livrés à eux-mêmes. Vous êtes livrés à vous-même. Et souvent, malheureusement, c'est beaucoup de familles monoparentales avec des mères qui travaillent dur et à qui on accable en plus, mais qui travaillent tôt le matin, tard le soir, et qui ont 2 heures d'aller de transport et 2 heures retour parce qu'elles ne peuvent pas se loger avec les salaires qu'elles ont. Et donc, on accable des gens qui, malheureusement, ne peuvent pas être accablés parce que c'est le système qui produit aussi ces choses-là. C'est le fait qu'on devienne indifférent à l'autre qui nous amène là-dessus. Et donc, voilà, moi, j'ai eu cette chance de grandir dans un quartier où on n'était pas indifférent. C'est une chance. Et du coup, toi, tu as évolué dans le milieu associatif, puis syndical. Ouais. Et comment la bascule s'est opérée avec ensuite la politique ? Alors, c'est un ami qui est venu me chercher, son homme qui était beaucoup plus âgé, qui m'a dit « il faut que tu viennes avec nous ». Moi, je n'avais pas prévu de faire de la politique. Je lui ai dit « bon, je vais t'aider ». Donc, j'ai commencé à les aider. Moi, j'ai aidé. Et donc, je suis devenu secrétaire de section. J'étais au Parti socialiste à l'époque, il faut le dire, parce que j'ai quitté après pour ce que je dis, quand ils ne vous investissent pas, on pourra y revenir. Et donc, j'ai été l'aider. C'était un parti qui faisait 6% quand j'ai adhéré dans la ville. Parce que les gens vous disent l'opportunisme. Parfois, des gens, comme ils transfèrent, moi, quand j'ai adhéré au Parti socialiste, ils faisaient 6%. Mais cette hégémonie qu'on n'existait pas, autant vous dire et tout. Donc on a développé, on a travaillé, on a développé. Aujourd'hui, on a du poids et voilà. Mais et donc cette trajectoire, je l'ai fait parce que et pourquoi j'ai rejoint ? Parce que aussi, je pouvais influer sur des politiques publiques. Parce qu'en fait, quand j'étais éducateur, quand je prenais la parole dans les réunions, on me disait « Mais Monsieur Mellouli, c'est très intéressant, mais vous êtes trop pragmatique. » fait, ce truc. Et quand je suis devenu chef de projet, parce qu'entre-temps j'ai été chef de projet politique de la ville, dans l'Essonne, quand je suis devenu chef de projet politique de la ville, dans une réunion, un soir, où j'expliquais, il y a quelqu'un qui a pris la parole qui m'a dit « Monsieur Mellouli, c'est vachement intéressant ce que vous dites, mais vous êtes trop théorique. » En fait, j'étais jamais là où les gens voulaient que je sois, parce qu'en réalité, en fait, c'est le regard qui pèse. Et donc je me suis dit, en fait, je suis trop pratique, trop théorique. En fait, la décision, elle est politique, donc je vais continuer à creuser le sillon dans l'axe politique pour accompagner et prendre des décisions. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré. C'est comme ça qu'au départ, je me fais réintégrer dans la société française, parce qu'au départ, mes parents ne voulaient pas. À l'époque, mes parents avaient le mythe du retour. Je vous le dis, ils voulaient qu'on rentre. Mon père n'est pas venu pour s'installer. Il est venu pour essayer de donner une chance à ses enfants, qui fassent études, mais qu'ils aillent contribuer au développement de l'Algérie. Mes parents, c'était ça leur projet. Voilà, aide ton pays à se construire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ce lien fort avec l'Algérie, avec l'histoire de mes parents, de mes oncles, etc. Voilà. Et donc, effectivement, eux, ils avaient un retour. Donc, du coup, il a fallu, quand j'étais à un moment donné, pour les élections de 2001, on m'a dit, bon, Akli, maintenant, il faut que tu fasses un choix, il faut que tu sois sur la liste. Ah, moi, ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas être sur la liste au départ, je le dis, parce que les gens, ils croient que... Et donc, ils ont insisté, et donc, j'ai été réintégré dans la société française en 1998, et c'est comme ça que j'ai commencé en 2001 à être sur la liste au municipal. Et depuis, j'ai été élu sans discontinuité jusqu'à maintenant, jusqu'à arriver au Sénat. Et toujours loyal avec le Parti socialiste, y compris quand on m'expliquait que ce n'était pas mon tour. Et quand en 2023, j'ai repostulé pour dire maintenant j'y vais, c'est mon tour, et c'était légitimement mon tour, tous ceux qui m'écoutent pourront en témoigner, on m'a expliqué que ça n'allait pas être mon tour, pour toujours les mêmes raisons, etc. Donc j'ai décidé de prendre mon tour, je leur ai dit. Alors ça, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire, parce que moi, c'est un de mes chevals de bataille de toujours dire et d'affirmer haut et fort que c'est important de prendre sa place et de ne pas attendre spécialement qu'on pense à toi pour telle ou telle chose, parce qu'on croit à tort que on va nous laisser de la place, on va être sympa avec nous, on va nous laisser notre tour, alors que ça se passe pas du tout comme ça en fait. Et puis le discours sur le mérite. Oui, voilà. C'est une grande fumisterie. Et aussi, on est un petit peu enfumé entre guillemets par la théorie de la méritocratie,
en nous faisant croire que si tu travailles bien, tu seras récompensé. Mais ça se passe pas du tout comme ça, en fait. Mais je vais vous dire, c'est la question des réseaux. La question du mérite, je vous dis. Moi, mes enfants, c'est pas péjoratif. Je le dis parce que comme ça, les gens vont comprendre. Je parle des biens comme ça, truc. Mes enfants mériteront, si sur le mérite, mes enfants mériteront toujours mieux que les autres. Même s'ils sont mal, parce que c'est mes enfants. C'est humain. Donc ce discours de la méritocratie où les enfants de certains méritent plus, et c'est comme ça qu'on a fait une reproduction oligarchique. Une reproduction des élites aussi. Des élites oligarchiques d'ailleurs. Et donc c'est cette reproduction oligarchique qu'il faut briser. Et effectivement, c'est pas de redonner, on avait travaillé sur une structure pour faire ça avec des gens, c'est pas de donner un réseau à ceux qui n'en ont pas, c'est d'aider ceux qui n'en ont pas à construire leur propre réseau. C'est pas non plus de les assister à travers en disant voilà, parce qu'il n'y a aucune fierté à réussir quand les autres tombent truc. La plus grande fierté, c'est de réussir par soi-même. C'est quand vous réussissez par vous-même. Et franchement, moi, l'histoire, elle a été, je le dis, moi, l'histoire avec moi, elle a été clémente, comme je puis dire ainsi. Parce que je me présente, j'y vais par moi-même, je me présente tout seul, et en 2023, je suis élu. Je suis élu contre tout le monde, contre l'avis de certains. Beaucoup de gens m'ont soutenu quand je parle d'avis, tout ça, parce que si je les avais écoutés, je n'y aurais pas été. Et qu'est-ce que ça représentait pour toi ? En fait, la vraie difficulté, c'est ce que les gens ne savaient pas si j'allais au bout, parce qu'ils disent Akli, il est intègre, il est honnête, ils vont réussir à le débrancher. Mais cette fois-ci, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Et une chose aussi qui avait compté, c'est que j'avais dit, j'ai une circonscription, moi je suis contre le parachutage, qui est difficile. J'ai été 2-3 fois aux élections, j'ai toujours perdu. C'est important de le dire aux gens, j'ai perdu. Et je ne voulais pas laisser dans l'histoire une image de loser, même si c'est ingagnable, la première du Val-de-Marne. Faut le savoir, pour les gens qui nous écoutent, c'est ingagnable pour la gauche. Mais quand même, moi... Ouais, parce que c'est quand même assez... c'est de bon niveau. Ouais. Le Val-de-Marne, c'est pas c'est la première circonscription, c'est Saint-Maur. Donc là, vous êtes... Oui, voilà, Saint-Maur-des-Fossés, pour etc. gagner, les 3 cantons sont là. Alors, à chaque fois aux élections, je suis premier à Créteil-Nord, je suis premier à Bonneuil, je suis premier à Champigny-Ouest. Le seul problème, c'est que les 3 cantons de Saint-Maur, c'est là où il y a le plus d'électeurs. Donc la messe est dite. Mais, ce que je disais par là, donc du coup... j'avais pas envie de laisser cette image-là. Et puis, ce qui m'a décidé, c'est que j'ai perdu mon père la même année 2023 en mai. Et je me suis dit, au moins pour sa mémoire, qu'ils ne disent pas que son fils, il n'a pas eu le courage de faire, alors que lui, il a eu le courage petit avec son frère. Je crois qu'il avait 16 ans, quand il a traversé pour la première fois. Après, il est reparti, il est revenu. Mais quand il a traversé pour la première fois la Méditerranée avec son frère pour venir travailler, vous voyez. Donc, il a commencé à travailler à 7 ans, mon père, pour y garder les cochons pour un colon qui s'appelait Becker. Donc, c'est pas quelqu'un qui truc. Donc, je voulais... Et comme il était, donc je me suis dit, et c'est à lui que j'ai pensé d'ailleurs quand j'ai gagné, je me suis dit, il est important que je le fasse et que j'y aille. Et puis, je me suis dit, même si j'y arrive pas, il faut que je donne un signal à nos futures générations, parce que j'arrête pas de leur tenir ce discours, il faut y aller, faut croire en vous, faut ceci. Il faut que je fasse pour l'exemplarité. L'exemplarité, voilà. Et donc, je suis parti, j'ai fait le travail, j'ai fait le nécessaire, voilà. Et bon, ça s'est bien terminé, je suis élu, j'aurais pu ne pas être élu. Et vous voyez, c'est ça l'humilité. En tous les cas, je suis élu. Et depuis que je suis élu, quand vous me parlez de mes prises de position, j'essaye, je dis bien j'essaye, avec humilité. Parce que je ne suis pas quelqu'un de modeste. La modestie, c'est pas bon. L'humilité, c'est important. La modestie, il faut voir grand, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de l'espoir. Mais l'ambition, ça ne veut pas dire marcher sur la tête des autres. Non. L'ambition, vous pouvez la construire sans forcément marcher sur les autres. Vous pouvez la construire aussi avec les autres. Et il vaut mieux avoir des gens qui ont un moteur de l'ambition, parce qu'ils vous accompagneront et rouleront, que des gens qui disent qu'ils n'ont aucune ambition, alors qu'en réalité, ils en ont, mais ils n'osent pas les dire. Donc c'est toujours pareil. Voilà. Moi, je préfère que les gens viennent me voir en me disant « Est-ce que tu peux m'aider à ça ?» Je lui dis oui ou non. Que les gens qui essayent de venir vous voir pour essayer de vous utiliser. Et quand je me rends compte, ils comprennent pas, parce que on peut pas se faire rouler dans la farine quand même. Je suis pas arrivé là non plus par hasard. C'est ce que je dis aux gens. J'imagine. Et quelqu'un disait à une amie, pour prendre l'exemple, elle disait Akli, il est super gentil. Elle dit oui, il est gentil, mais n'oublie pas que s'il a tenu aussi longtemps, qu'il a géré son groupe au conseil municipal, qu'il a tenu là et là, et qu'il est avec les loups, c'est que c'est un loup aussi, donc il sait faire. Les gens confondent la gentillesse et l'incompétence ou le non-savoir-faire. La naïveté aussi. Voilà. La naïveté, c'est bien, parce que quand vous êtes naïf, en fait, le naïf, c'est quelqu'un qui va avec des fleurs partout. et à un moment donné, il le reçoit. Je préfère quelqu'un de naïf qui vienne avec des fleurs que quelqu'un de calculateur. La naïveté, ça vous permet de découvrir l'autre, de toujours croire en l'autre. Si c'est la naïveté, c'est croire en l'homme, moi je suis un grand naïf, je crois en les autres. Mais le problème, c'est que je dis aux gens, je ne suis pas un idiot. L'idiot, c'est celui qu'on roule dans la farine tous les jours. Vous savez, ma mère me disait toujours, mon fils, si quelqu'un te roule, il n'a pas le bout.
en arabe, c'est-à-dire si quelqu'un te roule, c'est que son père soit maudit. S'il te roule une deuxième fois, il n'a al-bouk. Ça veut dire, elle me dit, mais s'il te roule une fois, c'est normal, on peut tous se refaire rouler une fois. Mais s'il te roule une deuxième fois, c'est ton père qui est maudit. C'est que c'est toi qui n'as pas voilà, donc été vigilant. Voilà, moi je peux une fois et tout ça, mais je le dis aux gens, pas deux. Et moi, j'ai une devise, ce que je dis aux gens, je pardonne toujours, mais je n'oublie jamais. Bah écoute, c'est une belle valeur. Pour toi, concrètement, c'est quoi la différence entre agir sur le terrain, être au contact du réel, et d'agir dans l'hémicycle, en fait? Alors, en fait, l'hémicycle, c'est que la caisse de résonance de ce que tu vis sur le terrain. En fait, il faut voir les gens, ce qu'ils vivent, voir comment ils sont. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens parlent de tout ça, on parle du reste à vivre, parce que dans les quartiers, nous, on a vu le glissement. C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils n'avaient plus rien à manger le 24, 25 du mois, etc. Aujourd'hui, le 10 du mois, ça commence déjà à être compliqué, vu le salaire qu'ils ont. Donc, ces réalités-là, on les a sur le terrain. Moi, par exemple, cet été, je continue, j'ai pris les transports pendant la chaleur pour voir comment dans le RER les gens pouvaient transporter. C'était insupportable. Donc toi, tu te confrontes au réel. J'essaye de... Tu te mets dans les vraies conditions. Donc je peux. Alors j'essaie d'allier le réel, des conditions de travail des gens, et puis je prends aussi les plaisirs du Sénat, qui sont une belle maison avec une cantine. C'est-à-dire que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Voilà. Et je dis aux gens, parce que c'est un copain syndicaliste qui me l'a dit un jour. Il me dit, on mange ensemble, et j'ai réservé dans un restaurant, Pouic. Il m'a dit, mais t'as réservé où je lui dis? Il m'a dit, mais non. Il m'a dit, on va manger là. Je lui dis, non, mais là, c'est excessif, parce que j'ai toujours, même pas maintenant, mais maintenant, je fais toujours attention. Pour moi, c'est très important, la valeur d'argent, parce que c'est ce qu'on donne aussi aux autres. Et je lui dis, mais non. Il m'a dit, mais pourquoi non? Il m'a dit, il n'y a rien qui peut être trop beau pour les ouvriers. Donc, en fait, il faut avoir cette volonté de faire que le beau soit aussi accessible à tout le monde. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas passer leur temps à rêver devant des vitrines. On peut rêver. Surtout qu'avec les réseaux, tout est exposé, tu sais. Voilà. Toute cette opulence, cette abondance, tout est exposé sur les réseaux. Et du coup, ça crée une frustration aussi. Bien sûr. Des plus démunis ou ceux qui n'ont pas accès à tout ça. Parce que maintenant, le luxe s'étale sur tous les réseaux sociaux. Donc ça crée des frustrations, ça crée de l'aigreur, ça crée un climat social délétère et finalement tu as des gens qui se sentent exclus de tout ça, de cette abondance qui est exposée en permanence sur les réseaux. Par exemple, moi, je ne dirais jamais, et vous avez raison, parce que du coup les parents, ils doivent se saigner pour pouvoir offrir des baskets de trucs à leurs enfants. Et on dit, ouais, mais ils ont les aides sociales et en plus ils achètent des baskets. Mais parce que leurs enfants vivent dans la société et ils font c'est pas parce qu'ils aiment leurs enfants, ils ne le font pas de gaieté de cœur, ils s'endettent, ils se tuent parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs enfants. Sinon, leurs enfants vont partir dans tous les trucs. Alors d'un côté, on dit, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. De l'autre côté, quand ils essaient, on dit, mais pourquoi ils font comme ça? En fait, on est toujours en train de regarder, mais on ne regarde pas leur réalité sociale. Il faut regarder les réalités sociales. Moi, par exemple, vous ne m'entendrez jamais dire à quelqu'un, t'es puni, va balayer. Parce que je sais... Moi, je connais l'histoire, j'ai mon histoire, je la connais. Je sais qu'il y a des parents dont c'était le métier. Ça veut dire qu'un enfant, quand vous dites ça, si son père, il est balayeur, c'est-à-dire que son père, quel délit il a pu commettre pour être toute sa vie obligé de balayer? C'est un travail comme un autre respectable. Et c'est les mêmes qui vont dire c'est un travail respectable. Ou va faire ça, en fait, il leur donne une corvée quand ils sont punis. Donc, en fait, ceux qui aujourd'hui nous aident à vivre dans de bonnes conditions, en ramassant nos poubelles, etc., c'est des gens qui ont été punis, mais ils ont fait quoi pour être punis? C'est des gens qui travaillent, c'est des gens sérieux. Donc, il faut changer un peu nos paradigmes et notre vision du monde. Et c'est ça le vrai sujet. On le voit bien, aujourd'hui, quand on a baissé l'aide au développement, on a l'impression qu'on leur faisait la charité. Mais le développement, c'est beaucoup de prêts. Donc on récupère. Et en plus, si on veut, d'un côté, on ne voulait pas que les gens viennent, on ne les aide pas à développer chez eux pour qu'ils puissent rester. Et l'autre, on veut les empêcher de venir ici. Donc à un moment donné, c'est quoi le sujet? C'est quoi le problème? C'est qu'on veut être enfermés. Par contre, on veut bien de leur richesse. Par contre, on veut bien leur vendre des choses. Donc on ne peut pas être que dans un seul versant. C'est-à-dire que la route, elle doit être à double sens. Hein. À sens unique, ça ne fonctionne pas. Il y a aucun monde qui fonctionne à sens unique. Moi, si je fais quelque chose avec vous et que c'est à sens unique, à un moment, vous allez être la première à me dire, monsieur, faut arrêter maintenant, hein. Faut rentrer chez toi, là, hein. C'est bon. Et on s'étonne qu'on perde pied en Afrique. Mais c'est nos paradigmes qu'il faut changer. Et justement, par rapport à ça, comment on reste libre et aligné dans un milieu, un système où tout est codifié? Alors, il faut bousculer les codes. Ça, c'est un vrai sujet. Mais le problème, c'est que, en fait, les gens, ils ont l'impression qu'il faut faire la révolution tous les jours.
Non, on peut faire avancer les choses, ça peut avancer à un moment, ça recule, le etc. nudge, y aller progressivement. Voilà, il y a les deux, hein. C'est pas, moi je n'oppose pas telle ou telle stratégie. Il faut qu'il y ait des gens qui font, c'est parce qu'ils permettent justement de bouger les lignes aussi, ça permet à d'autres d'avancer. Il faut reconnaître, hein. Moi je le disais souvent, et je le dis aujourd'hui, les gens qui étaient sur de la radicalité, ce qu'appelaient les gens, pour moi, c'est un mode de lutte, hein, eh bien, je le dis, ces gens-là ont fait avancer pour nous qui étions plus dans la modération ou dans le deuil. Donc, à un moment donné, la question, c'est pas comment on agit, c'est quelles sont les limites. C'est-à-dire, jusqu'à où on est prêt à accepter. Moi, je ne suis pas prêt d'accepter qu'on porte atteinte à la dignité humaine. Je ne suis pas prêt d'accepter que le droit soit bafoué. Je ne suis pas prêt à accepter... Oui, ça, ce sont tes limites voilà. En termes de valeur et ce à quoi tu renonceras pas. Je renonce pas. Et c'est ce que je dis aux gens. Moi, je dis aux gens, les gens peuvent dire, et je leur dis, jugez-nous sur nos propos et nos actes, ce que l'on pose. C'est ça, le truc politique. Moi, je n'ai fait pas de miracle. Je suis pas non plus... je dis pas... Et je vous dis, je suis un colibri, comme tout le monde. Mais, en tous les cas, la seule chose que je me dis, c'est que j'aurais fait ma part. Et vous me parliez tout à l'heure des prises de position sur la vaccine. Au moins, j'aurais fait ma part. Et je n'ai pas à rougir. Mes enfants n'auront pas à rougir. Parce que je vous parlais de mes parents, mais j'ai aussi des enfants. Et je ne veux pas que mes enfants aient à rougir de leur père. Parce qu'en fait, nous ne sommes qu'une transition. C'est pour ça que je n'ai pas été des parents, là, j'allais finir avec les enfants. En fait, je suis le trait d'union entre deux générations. Et je ne vais pas salir la mémoire de mes parents comme je ne vais pas salir l'avenir de mes enfants. Et c'est ça qu'il faut défendre, je pense. Et justement, tout à l'heure, quand on parlait des codes, est-ce que toi, tu as clairement le sentiment d'avoir disrupté un système ? Moi, je n'avais pas les codes quand je suis arrivé. Moi, j'imagine. C'est le chien dans le jeu de quilles. Mais en fait, c'est comme les femmes. Vous savez, quand les femmes sont arrivées aux politiques, elles ont bousculé les codes. Parce qu'elles n'avaient pas les... Et une société n'évolue, ne devient novatrice, innovante, etc., que si elle est bousculée, si on a bousculé les codes. Sinon, on est dans la reproduction oligarchique, c'est ce que je vous dis. On est dans l'uniformité. Aujourd'hui, les médias qu'on a, ce que je leur reproche, c'est pas d'avoir des positions, parce qu'ils n'en ont pas en fait. Parce que leur seule position, c'est qu'ils veulent nous vendre du prêt-à-penser. Ils nous disent ce qu'on doit penser. Ils nous mentent pour nous dire ce qu'on doit penser. Et donc, alors qu'en vérité, on doit s'émanciper. S'émanciper, c'est avoir le libre arbitre et avoir la libre pensée, penser librement. C'est-à-dire qu'en fait, même l'éducation, on ne doit pas dire aux gens, on doit donner les éléments et les gens doivent se construire leur libre arbitre et leur libre pensée. C'est ça l'émancipation. Et ce que je reproche, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus émancipateurs, nous sommes des donneurs de leçons, nous sommes des moralisateurs et ça ne peut pas fonctionner. Il faut absolument que les gens retrouvent. Et je le dis, ceux qui aujourd'hui ont pris la parole pour défendre et les gens qui sont victimes de violences parce que la déontologie n'est pas respectée, que ce soit dans la police, dans la justice ou ailleurs, et ces avocats, parce qu'il y a des avocats, et les gens qui politiquement se sont levés, les gens qui se sont levés parce que les gens disaient on apporte le conflit. Ben non, l'international, ça nous concerne. Nous sommes impactés, nous vivons dans un monde, on n'est pas isolés, on n'est pas un village gaulois réfractaire. Et donc, tous ces gens qui se sont levés pour rappeler la dignité humaine, la justice sociale, le droit international, leur humanité, l'histoire se rappellera d'eux. C'est eux qui sont du bon côté de l'histoire. Non seulement l'histoire se rappellera, mais ils pourront dire à leurs enfants, j'y étais et j'étais du bon côté de l'histoire. Parce que moi, je vais vous dire, si j'avais été, les derniers que je n'ai pas connus, c'est ce que je dis, les gens me parlaient de Vichy, etc. Quand on me dit on n'a pas essayé le RN. Mais les faits, ils viennent de Vichy, la plupart, hein, le fondateur. Donc, bien sûr qu'on les a essayés. Eh bien, si j'avais été, la question que je me pose tout le temps, c'est de quel côté j'aurais été. Parce que c'est facile d'avoir des volontés de dire j'aurais été du côté des résistants, j'aurais été des côtés des gens qui ont protégé les Juifs de France, etc. et du monde. Ça, c'est facile de le dire. Mais il faut le faire quand on est dans le feu de l'action. J'espère, j'ose espérer, vous voyez comme quoi, qu'en 40, j'aurais été aussi du bon côté de l'histoire. On ne peut pas porter atteinte à la dignité humaine, à la vie humaine. On ne peut pas porter atteinte aux gens par rapport à leur religion, leur origine ou ce qu'ils sont. D'ailleurs, on ne peut pas du tout porter atteinte aux gens. On doit le faire dans le cadre du respect, de la dignité, du droit et de la justice. Et quelle est ta vision de l'écologie politique aujourd'hui ? À part que Macron a une petite tendance à recycler... Non, Macron, il ne fait pas d'écologie. Hein. Mais à part recycler, si, il fait d'écologie avec ses premiers ministres qui recyclent. C'est une recyclerie permanente. En fait, c'est l'écologie qui est dégueulasse pareil. Il est dans l'économie circulaire. Le souci, c'est qu'à un moment donné, la difficulté qu'on a, c'est que pour expliquer l'écologie, il faut plus de temps que ceux qui la détruisent. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on parle de haies dans les champs,
C'est parce qu'on veut défendre la biodiversité, les insectes, tout ça. Vous savez qu'une terre, quand elle n'est pas, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de dans le truc, elle sèche, elle devient... Parce que c'est ceux qui l'aèrent, il faut qu'elle s'aère, la terre. Quand vous avez des haies, c'est là où nichent les oiseaux, etc. Vous avez cette biodiversité. Donc en fait, les îlots de fraîcheur, les arbres, tout ça, qui décarbonent, tout ça. Vous voyez, quand vous dites ça, on vous prend pour un illuminé. Mais le problème de le problème, qui n'est pas un problème, l'intérêt de l'écologie, c'est qu'elle porte un projet de rupture. Elle change nos modes de consommation, elle change nos habitudes, elle nous permet de préserver la planète. Et aujourd'hui, vous le voyez bien, on le voit bien dans l'Arctique, on le voit bien l'Amazonie, on le voit bien au Congo, ces guerres, ces écocides, on voit bien ce que ça représente. On le voit à Gaza. Gaza, il y a le génocide et l'écocide, c'est terrible pour la planète ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, on parle de dette et tout ça, mais on ne va pas laisser de planète à nos enfants. On va laisser un monde invivable. Donc, en fait, je ne dis pas qu'ils s'en foutent, mais si j'étais à leur place, en fait, tu me parles de dette que je ne vais pas payer parce que je vais mourir avant. Donc, en fait, aujourd'hui, si la dette, elle est saine, c'est-à-dire qu'on a investi pour leur garantir, elle ne pose pas de problème, on remboursera les intérêts, on fera les choses. Le problème, c'est si la dette, elle a été juste pour assurer le fonctionnement et qu'elle n'a rien produit et qu'elle n'a pas... Parce que quand on parle de dette, de bonne et de mauvaise dette, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous empruntez pour construire des infrastructures, c'est un patrimoine que vous laissez aux enfants. C'est des choses en moins qu'ils auront à faire. Pour moi, je distingue la dette qui serait de nature à créer un investissement ou créer de la valeur, de la dette qui est de la simple dépense pour dépenser, quoi. On est d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, serrez-vous la ceinture, quand vous avez des gens qui, en 7 ans, ou 8 ans, ils ont fait plus de 1200 milliards, les 500% d'économies. C'est-à-dire que t'es là, et que vous avez d'un côté, vous êtes passé de 6 millions de pauvres à 9 millions, 3. Ouais, donc à un moment donné, vous ne pouvez pas dire aux gens, il y a quelque chose qui est indécent dans ça. Et quand on vous dit, oui, mais c'est leur argent, non, ils ont fait fortune avec de l'argent public. Vous travaillez dans le domaine, donc vous le savez. Ils ont été formés, même ils se sont enrichis grâce au travail des salariés aussi. Les salariés, c'est cette richesse qui est créée. C'est pas lui qui après, qu'effectivement, les trucs. Mais qu'est-ce qui justifie qu'eux, ils aient multiplié par 10 leur salaire ? Quel salarié a multiplié par 10 son salaire ? Et on sait très bien qu'il faut du pouvoir d'achat, qu'il faut que les gens puissent consommer. On est le pays qui épargne le plus. Il y a bien une raison, c'est qu'il y a un manque de confiance. Et donc, c'est comment on redonne de la confiance et comment on sort des paradigmes et qu'effectivement, ceux qui ont bénéficié du système à fond, ils payent en contrepartie parce que c'est à eux aussi de faire l'effort. C'est à eux de donner l'exemple. C'est comme si moi j'avais demandé à mes enfants de cotiser alors que c'est moi qui ai truc. À un moment donné, si vous voulez que le système fonctionne, il faut qu'il y en a qui donnent l'exemple. Moi, j'ai toujours un peu de mal aussi avec les personnes qui semblent accumuler, qui sont dans une logique d'accumulation de richesses, même de pouvoir symbolique, parce que la richesse n'est pas qu'économique, elle est sociale, elle est symbolique, elle revêt plusieurs aspects. Et moi, j'ai toujours du mal à comprendre en fait ce qui motive et ce qui pousse certaines personnes à accumuler autant. Et surtout qu'on sait qu'à la fin, il ne restera rien en fait, parce que dans le dernier voyage, tu n'emportes rien avec toi. Oui, mais regardez, par exemple, les gens détournent les aides. C'est pas le problème, c'est qu'il faut le savoir. Il y a un excellent rapport de mon collègue Fabien Gay sur les 211 milliards de dettes sans contrepartie. Vous savez quand même qu'il y a des effets d'aubaine dedans. Vous avez des gens qui, cet argent sert aux dividendes, non pas à investir dans l'entreprise, il faut quand même le savoir. Vous avez le crédit impôt recherche, il est détourné. Il y a de moins de chercheurs, il y a toujours le même prix et ils gardent l'argent. Et surtout quand on sait que ce dispositif, il est souvent... optimiser au maximum sans pour autant qu'il y ait vraiment d'innovation derrière. C'est ce que je vous dis. Et donc là, il faut qu'il y ait une évaluation. L'Allemagne, elle fait de l'évaluation. C'est pas pour autant qu'elle est... C'est pas que des chèques en blanc, quoi. Voilà, mais on prend souvent en exemple l'Allemagne. Mais là, pourquoi on ne prend pas en exemple ? Il y a une évaluation avec l'Allemagne. Vous avez des aides. Si elles ne sont pas utilisées et s'il n'y a pas les contreparties, vous remboursez vos aides. C'est ça le truc. Vous avez un crédit à la banque, vous allez le rembourser. On va pas vous le laisser. On va pas vous dire, faites-en ce que vous voulez. Non, mais il faut quand même que les gens remboursent. Et donc, à un moment donné, il faut s'il n'y a pas de contrepartie, vous savez, vous vous rappelez pas de l'ancien président du MEDEF, Gattaz, qui avait un badge qui disait, donnez-nous, je ne sais pas combien, d'argent, aidez-nous, on va créer 1 million d'emplois.
On les aide, ils n'ont même pas créé 100 000 emplois, je vous le dis quand même. Donc on est loin Si on faisait le ratio, ils peuvent rendre des aides. Et surtout quand elles vont au capital ou qu'elles vont aux dividendes. Donc il y a un vrai sujet. Je pense qu'on doit avoir des contreparties. Moi, quand on me prête à la banque, il faut que je donne des contreparties. Il faut que je rembourse, il faut que je donne des garanties. C'est pareil pour tout le monde. C'est ça la justice sociale, c'est ça la justice fiscale. C'est que tout le monde doit être traité de la même façon. Et vous savez, sur 211 milliards, je peux vous dire qu'il y a un paquet d'argent sur l'effet d'aubaine. Donc à un moment donné, l'argent, il y en a, mais on n'a pas les mêmes mécanismes. Nous, on avait proposé, forcément bien utilisé. Voilà, nous, on a proposé la taxe Zuckman. C'est 20 milliards. On a fait le calcul sur la fortune de Bernard Arnault. On a regardé en 5 ans. En fait, le gars, même en payant 3 milliards en fonction du truc, parce que par rapport à sa fortune, parce que c'est sur le truc, avoir plus de 100 millions. On ne taxe pas les gens qui n'ont pas d'argent. Souvent, il faut le rappeler ça. Eh bien, on a regardé. En fait, le gars, en 5 ans, il va même doubler sa fortune, même avec la taxe Zuckman. Donc, moi, je voudrais bien, si aujourd'hui on me disait je vais payer plus d'impôts, et je vais payer 3% d'impôts ou 2%, et que je sais que je vais doubler mon salaire, je signe tout de suite. Et est-ce que l'écologie peut être dissociée de la justice sociale ? Non, elle ne peut pas être dissociée. Parce c'est que quelque chose qui marche ensemble ? Les premières victimes des passoires thermiques, de l'alimentation, de la mauvaise alimentation, c'est les gens qui ont le plus de difficultés. C'est les gens qui ont le moins de moyens. Donc tout ça, ça va ensemble ? Oui, ça va ensemble. C'est lié. C'est 2 jambes. C'est 2 jambes. Vous pouvez pas, si vous voulez marcher sur 2 jambes, il faut allier écologie et social. C'est les 2 jambes sur lesquelles il faut marcher. Vous savez, l'écologie, le bio, tout ça, ça ne peut fonctionner que si les gens ont les moyens. Aujourd'hui, les gens, l'obésité, les maladies, les boissons sucrées, c'est souvent les gens qui ont le moins d'argent, qui prennent les produits les moins bons et qui sont... Vous voyez, c'est aussi une réalité. Les passoires thermiques, le loyer, on exploite les gens et tout ça. Donc, c'est les premières victimes. Et donc, ça, le surcoût énergétique et tout ça, c'est eux qui prennent de plein fouet. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas dissocier l'écologie du social. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on avait pris une loi pour justement permettre de recycler des véhicules, y compris thermiques, mais pour pouvoir les louer à des prix bas pour les gens qui ont peu de moyens. Vous voyez ? Et c'est aussi ça la recyclerie. Mais il y a un moment donné, il faut trouver des solutions. On ne peut pas continuer à opposer le social et l'écologie. L'écologie n'est pas l'ennemi du social et le social n'est pas l'ennemi de l'écologie. Ça va de pair. Et quel combat prioritaire tu portes ? Quels sont tes combats actuellement ? Là, actuellement, je travaille beaucoup, effectivement, sur cette question de complément de justice. Donc là, j'ai travaillé sur les Outre-mer, puisque je suis vice-président, je suis chef de file. Je travaille sur la question des quartiers populaires. Et aujourd'hui, j'essaie de travailler sur le lien entre quartiers populaires, avec mon collègue Guillaume Gontard, quartiers populaires et ruralité. Parce qu'en fait, on veut opposer des similitudes. Au lieu de faire des incantations, il faut que les gens puissent se rencontrer. On va travailler là-dessus, on a un plan là-dessus. Je travaille sur le rôle des diasporas vis-à-vis de l'Afrique. On perd pied en Afrique. Et c'est très important de remobiliser, de retravailler avec les diasporas et de revaloriser nos diasporas, parce qu'on a un pays qui a 2 leviers, les diasporas, la francophonie, mais on se méfie de nos diasporas, ce qui est quand même paradoxal. Parce que l'origine contrôlée, l'assignation à résidence fait qu'on a l'impression que c'est des 5e colonnes, vous avez déjà entendu. Oui, j'ai déjà entendu. En fait, les traites, il faut aller chercher dans ceux qui sont dans la cupidité et non pas dans ceux qui sont liés et attachés à l'origine. Parce que moi, je suis sénateur français, je suis fier de l'être, mais je suis légitimement attaché à mon pays d'origine. N'en déplaise à tout le monde, je serai toujours légitimement attaché à la terre de mes ancêtres. Mais on peut aimer ces 2 pays, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible, comme on aime ses 2 parents, exactement. Comme on aime ses 3 enfants. Même j'aurais pu avoir 3 pays, j'ai de la place. En fait, quand on aime et quand on est dans un esprit de fraternité, c'est-à-dire la bienveillance des uns à l'égard des autres, on est capable d'aimer au-delà. Alors j'ai cet attachement, mais j'ai cet attachement avec l'Afrique, j'ai l'attachement avec le monde, j'ai l'attachement avec l'Amérique du Sud, j'ai l'attachement avec les peuples qui luttent pour leur dignité, parce que c'est mon histoire, c'est mon parcours, et cette histoire, ce parcours, je ne vais le renier pour rien au monde. Et c'est ça qui est important. C'est quand je vous parlais des lignes rouges, je ne renierai rien de tout ça. Alors souvent, les gens vous disent « Ouais, mais le régime... » Oui, on sait bien, mais vous n'avez pas les mêmes exigences par rapport à d'autres. Vous n'avez pas les mêmes exigences là. Donc, les leçons, ça va 2 minutes. On est dans la diplomatie. Dans la diplomatie, on essaie de faire évoluer les gens sans forcément les stigmatiser ou les attaquer. Par exemple, aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe en Ukraine et tout le monde soutient l'Ukraine. Et c'est normal. Ils ont été agressés. Mais on oublie que la Russie est un pays arctique et qu'on a un problème dans l'Arctique et que nos scientifiques n'ont plus accès aux données et qu'il va falloir à un moment donné discuter avec la Russie. C'est-à-dire que sinon, on hypothèque l'avenir de la planète. Donc à un moment donné, on voit bien, vous voyez, je vous montre qu'on est liés. C'est lié. Oui. On peut avoir des exigences. Il y a une interdépendance qui est forte. Surtout pour la planète. Entre les peuples. Surtout pour la planète, les eaux montent. Il y a des îles qui vont disparaître. Oui, donc, c'est des enjeux au global maintenant. Au global. Et donc,
On peut avoir des divergences, mais il faut créer les conditions du dialogue et que les gens respectent. Mais pour créer les conditions du dialogue, il faut s'appuyer sur le droit international, pas de deux poids, deux mesures. Il faut que nous ayons, et c'est pour ça que je défendais, moi, une Europe de la défense, parce que l'Europe, elle s'est construite sur le droit international de 1948. C'est pour ça qu'on a créé l'Europe, pour plus jamais revivre les deux guerres qu'on a vécues et plus revivre l'horreur. Quand l'Europe regarde l'horreur sont en train de vivre les autres gens sans réagir, alors elle oublie son histoire. C'est elle qui se renie. Et donc, moi, je n'oublie pas mon histoire. Je sais que les gens m'expliquent que la colonisation a eu des effets positifs. Non. Le seul effet positif de la colonisation, c'est la décolonisation. Et surtout quand elle est de peuplement. Et on me dit, ouais, mais dire quelqu'un qui a commis une agression, la victime, elle en ressort avec du positif. Voilà. Sa résilience, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'une victime, elle est beaucoup plus résiliente après une agression, forcément. Voilà. Et on nous dit, mais ça se passe bien avec tout le monde, ce qui n'est pas vrai, parce que ça se passe bien avec, ça s'est mal passé avec le Mali, oui, avec le Niger, avec le Burkina. Maintenant, bon, ça s'est arrangé un peu avec le Sénégal, mais c'était avec le Sénégal. En fait, soit on est des grands génies qui se sont incompris, soit il y a un problème de paradigme. Et là, on dit avec l'Algérie, on dit c'est la faute de l'Algérie. Enfin, à chaque fois, c'est la faute des autres, et nous, on ne se remet pas en cause. Mais le sujet aussi est important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à faire comme si, avec un esprit colonial encore, et vivre dans le passé. La nostalgie, c'est fini, il faut qu'ils arrêtent maintenant. Donc c'est un pays indépendant, avec ses qualités et ses défauts. Et d'ailleurs, on peut avoir des désaccords, c'est pas le sujet. Mais les désaccords, c'est pas des accords. Là, on est dans une espèce de polémique stérile que dénoncent y compris nos chefs d'entreprise qui sont en Algérie. On sait tout ça, et des deux côtés. Donc ça n'a aucun intérêt pour la France. Donc à un moment donné, on se dit, mais pour qui ils travaillent ? Parce que si ça n'a pas d'intérêt pour la France, je ne vois pas pourquoi on crée des polémiques. Si on défend nos intérêts, on peut avoir des désaccords, ce n'est pas le problème. Vous voyez ? Donc à un moment donné, il faut que ce soit en Afrique, partout ailleurs, chacun défend ses intérêts. Mais nos intérêts ne doivent pas faire oublier ceux des autres. Et quand on est c'est pas au détriment voilà, des autres. Voilà. Faut que ce soit... Moi, j'aime bien dire en négociation, il faut que ce soit du gagnant-gagnant, en fait. Il faut trouver des intérêts qui convergent et que chacun y trouve son compte. C'est une coopération. Voilà. Et vous savez, même si on a des difficultés, si je viens avec bienveillance, si vous savez que je suis bienveillant à votre égard, vous allez écouter ce que je vais vous dire, vous allez peut-être le prendre en compte. Si je suis agressif à votre égard, tout ce que je peux dire ne sera pas pris en compte, parce que vous le ressentirez comme une agression. Donc on va agresser des pays et on dit, mais ils sont pas bien du tout, c'est nous qui avons raison. Non, on n'a jamais raison tout seul, surtout en géopolitique. Et comment tu vois la reconnexion que pourraient avoir les citoyens, la jeunesse, se reconnecter à la chose politique ? Parce qu'on sent qu'il y a de plus en plus de distance. Oui, moi je pense le problème c'est qu'ils ont de la distance avec les partis politiques. Parce qu'ils ne se sont pas remis en cause, ils ont fonctionné par oligarchie eux-mêmes, et certains ne se sont pas remis en cause. Par contre, les gens ne sont pas dépolitisés. On le voit bien, c'est ça le problème. Le paradoxe, c'est que les gens sont trop politiques, sauf qu'ils n'arrivent pas à se reconnaître dans l'offre qu'ils leur est faite. C'est comme quand vous allez acheter, vous ne reconnaissez pas dans les trucs, il y a un problème. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des offres qui leur paraissent bien sur lesquelles ils se reconnaissent, d'autres moins. Et donc en réalité, aujourd'hui, c'est à nous de changer, c'est aux politiques de montrer qu'effectivement, il y a des gens qui portent des valeurs, qui ont des critères, ça, même si c'est difficile, parce que c'est un long chemin pour inverser une machine. Hein. On ne le verra pas aujourd'hui. En fait, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, par exemple, humblement, ça ne va pas se voir tout de suite. Peut-être que ça se verra quand je serai parti. Vous voyez, comme quoi, parce que vous travaillez pas pour... En fait, je ne travaille pas pour moi. En fait, les gens, c'est là où il y a un problème dans leur vision, parce que les gens pensent, parce que ceux qui se projettent, ceux qui sont dans l'intérêt particulier, pensent que je travaille pour moi. Mais je ne travaille pas pour moi, en fait. Je travaille pour mes enfants. Et quand je dis mes enfants, c'est... Les générations futures. Non, mais quand je dis mes enfants, c'est les enfants, parce que ce qui est bon pour moi est bon pour les autres. Donc ce qui est bon pour mes enfants est bon pour les vôtres, est bon pour les enfants des autres. Donc on travaille pour ça. Donc on est dans l'altérité. Donc en fait, c'est ça qu'il faut travailler. C'est pas de voir aujourd'hui que ça va pas être truc. Et quand vous avez mis pendant longtemps dénaturer les choses, c'est toujours difficile de les remettre dans le bon sens. Et donc voilà. En fait, même moi, les gens me disaient c'est bien ce que tu fais, comme si que j'avais changé. En fait, moi j'ai pas changé. C'est le regard des gens qui change. En fait, nous, faut pas qu'on change, faut qu'on évolue. Mais il faut pas qu'on change sur les valeurs. En fait, les gens me disent, mais c'est quoi ? Moi, je suis sur des valeurs. Quand les partis, ou quand mon parti n'est plus sur ces valeurs-là, je le dénonce. Parce que c'est dans son intérêt. Je ne joue pas contre lui. Parce que le laisser dériver, c'est justement se perdre et se fourvoyer.
et ne plus être ce qui portait les aspirations des gens. Moi, mon souci, ce sera toujours d'essayer de porter les aspirations des autres. Et je peux vous dire, on a tous cet intérêt particulier. Moi, j'ai un intérêt particulier. Il y a l'intérêt collectif, ce sont les miens, mes proches, le groupe, tout ça. Mais il y a l'intérêt général. La question, c'est dans quel ordre vous le mettez. Moi, l'intérêt collectif et l'intérêt particulier passent par l'intérêt général. Il y en a qui utilisent l'intérêt général et l'intérêt collectif pour servir leurs intérêts particuliers. Moi, je le dis, moi, mon intérêt particulier, qui existe et qui est légitime, et je le dis, l'intérêt particulier est légitime. Le problème, c'est qu'il ne passe pas avant l'intérêt collectif et l'intérêt général. C'est d'abord l'intérêt général, l'intérêt collectif, et après mon intérêt à moi. C'est ça mon ordre de mon échelle de valeur. Il y a des gens dont c'est d'abord l'intérêt particulier, puis l'intérêt collectif, et après l'intérêt général. C'est comme le capitalisme, vous savez, inversé. Le capitalisme, qu'on pense, à l'époque, c'était les gens gagnaient de l'argent. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans un premier temps, ils payaient leurs salariés. Ce qui restait, ils investissaient dans l'outil industriel. Et après, ils se payaient des dividendes. Aujourd'hui, ils ont même inversé ça. Parce que quand on parle de capitalisme, les gens ne le disent pas. Aujourd'hui, d'abord, ils se payent des dividendes de l'ordre de 20%. Parce que sinon, ce n'est pas rentable. On l'a vu avec Duralex, qui est en train de faire des bénéfices alors que c'était soi-disant pas rentable et que les salariés l'ont repris. On le voit bien aujourd'hui. Donc le problème, ils ne veulent pas laisser faire parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des modèles qui montrent qu'il y a une autre économie est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Une autre façon de voir l'industrie. Parce que eux, c'est des salariés. À partir du moment où ils ont leur salaire et leur pouvoir d'achat, ce n'est pas grave qu'ils fassent moins de dividendes. Mais quand c'est des fonds, quand c'est que financier, c'est de la spéculation. Donc ils prennent d'abord leur dividende de 20 points. Avec ce qui reste, ils payent les salariés, donc parfois, il n'y a pas grand-chose, donc ils virent les salariés. C'est le problème des salariés. Après, ils s'étonnent que ça ne se développe pas parce qu'ils n'ont plus de salariés. Et avec ce qui reste, ils investissent dans l'outil. Comme il ne reste plus rien, c'est pour ça qu'on a une industrie qui se casse la gueule aussi. Donc à un moment donné, c'est le cercle vertueux qu'il faut remettre. C'est comme l'histoire des aides. Un côté, les gens vous disent, on donne des entreprises, mais les entreprises, ce n'est pas de l'aide dont elles ont besoin. Et je sais que vous travaillez sur l'achat, donc vous connaissez le système-là. Elles ont besoin de carnets de commandes bien remplis. Et qui remplit les carnets de commandes aujourd'hui? C'est les collectivités. Et quand le carnet de commande est rempli, ces gens embauchent. Les gens qui sont embauchés ont une fiche de paye parce qu'ils ont un salaire. Ils payent des cotisations. C'est un cercle vertueux qui revient à l'argent. Mais là, vous retirez l'argent des collectivités pour le donner en cadeau. Des gens qui ne vont pas créer d'emploi. Quel paradigme on met en avant? Alors on va me dire, oui, mais c'est pas possible. Mais c'est jamais possible. Je peux leur dire, nous, on essaiera de rendre les choses possibles. Et d'ailleurs, l'expérience du Duralex, vous pouvez vérifier, ils sont en train de faire des bénéfices. Donc c'est pas que c'était possible. Alors qu'ils voulaient la liquider parce qu'elle n'était pas rentable. Et tout à l'heure, on parlait de regard. Aujourd'hui, tu portes quoi comme regard sur la démocratie? Moi, ce que je porte comme regard, en fait, la démocratie, c'est nous. Il faut que les gens arrêtent de croire, de dire qu'ils ne sont pas concernés. S'ils ne bougent pas, c'est les autres qui feront pour eux. Le silence vous entraîne à cautionner le majoritaire. Une démocratie, c'est la majorité qui décide. Donc, quand vous ne votez pas, vous agrandissez... La force du nombre. C'est ça, c'est le rapport de force. Et donc, des idées. Et donc, quand vous ne votez pas, quand vous êtes désintéressé de la chose publique, vous laissez les autres choisir à votre place. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, venez même voter blanc, même si vous votez pour qui vous voulez. Moi, je ne dis pas aux gens, venez voter pour moi, votez. J'ai toujours fait d'ailleurs, les gens l'entendront. Mais bougez-vous, montrez que vous votez. Prenez parti. Ouais. Non, mais montrez que vous votez. Parce que les gens, quand ils vous disent « ouais, mais ils ne votent pas », et c'est pour ça que du coup, on ne s'adresse pas à eux. Vous vous adressez à ceux qui votent. C'est ça le problème. Et donc, il faut que les gens aillent voter pour qu'on s'adresse à eux. Et pour toi, les gens, ils y croient ou ils n'y croient plus à la politique? Dans ce que tu constates. Mais les gens sont très politiques. Moi, je parle dans le café. Ils ne sont pas très partis. Ils ne croient plus au parti. Voilà. Mais ils croient à la politique. Mais je pense que c'est la Macronie qui a totalement saboté. En fait, moi, mon diagnostic, c'est que la Macronie a totalement dézingué les partis, les syndicats. Il n'y a plus de repères. C'est compliqué de savoir... Ils se battent, regardez les syndicats, je pourrais en citer plein, mais vous regardez Sophie Binet, quand même, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui est truc. Maryse Léon, c'est vraiment des gens qui se battent, qui essayent de bouger, qui veulent faire bouger les lignes. Ils ne sont pas toujours d'accord, mais on voit bien que c'est quand même des gens qui se battent. Donc il faut faire attention de ne pas mettre tout le monde dans le même sac, comme on demande aussi de ne pas mettre les gens des quartiers populaires ou de la ruralité dans le même sac. Il faut... si nous-mêmes... on fait aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, il y a un problème, il y a un paradoxe quand même important. Donc il y a des gens
Il faut juste les trouver, il faut juste... Voilà. Moi, vous savez, les gens me disaient, mais Akli, t'es pas déçu, tous les gens que tu as rencontrés, ils t'ont aidé. Je lui disais, tu sais, moi, si j'ai rencontré 100 personnes, les 97 qui étaient négatives, qui ont créé des problèmes, etc., c'est elles qui m'ont permis de découvrir la qualité et la valeur des 3 personnes qui sont restées dans mon entourage. Vous voyez ? C'est parce qu'on voit le mauvais, ça nous permet d'apprécier le bon. On voit l'horreur, ça nous permet d'apprécier la beauté. Vous voyez, c'est si nos yeux. Pardon. Oui. Non, je disais, justement, quand tu parles du beau, quelle est, à ton sens, la place de l'éthique dans l'action publique ? Elle n'est pas suffisante. L'éthique, ça doit être la boussole. Vous savez, l'éthique, c'est comme le droit. La déontologie, moi je dis. La déontologie, c'est important. C'est pour ça que quand je parle de la police et d'autres, je le parle en fonction de déontologie. On n'a pas le droit de frapper les gens. La police n'est pas là pour réprimer, contrairement à ce qu'on dit. Oui, ça, c'est du maintien de l'ordre. Elle est là pour prévenir, protéger et appréhender et remettre les gens à la justice. Elle n'a pas à décider à la place de la justice. Ceux qui punissent, ceux qui c'est la justice. Quand vous avez eu une manifestation où la police a dit « mon ennemi, c'est la justice », alors c'est la porte ouverte à la dictature. Moi, la justice, elle est imparfaite. Elle fait du 2 poids 2 mesures, etc. Mais elle a le don d'exister. Elle nous permet d'avoir au moins un cadre. Et c'est ce cadre qu'on doit faire évoluer pour qu'elle soit plus juste. Et c'est les gens qui doivent la rendre. Et quand je dis ça, je dis la plupart des magistrats qui sont au niveau de la justice sont des gens, pour la plupart honnêtes, qui essaient de rendre la justice du mieux qu'ils peuvent. Il ne faut pas non plus l'enlever. Comme je dis, la plupart des policiers sont certainement des gens qui veulent ordre, etc. Le problème, c'est quand on a des directives, quand on a des gens, des politiques qui attisent la haine, quand on a des plateaux télé, qui déshumanisent une partie de la population, eh bien on ouvre la porte à n'importe quoi, à la haine et aux bavures, comme on l'a vu. Donc ça, on ne peut pas l'accepter dans une république, on ne peut pas l'accepter dans une démocratie. La déontologie, elle vaut pour moi, l'éthique, elle vaut pour moi, pour vous, et pour ceux qui sont dépositaires de l'autorité, surtout. Et aujourd'hui, je ressens que tu es surtout dans une dynamique de transmission et que tu as envie de laisser aussi une trace. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes ? Moi, ce que je leur dirais aux jeunes, c'est de croire en eux. En fait, il n'y a qu'eux qui peuvent décider de leur avenir. Il n'y a qu'eux qui peuvent porter. C'est-à-dire qu'on peut leur raconter ce qu'on veut. S'ils ne croient pas en eux, s'ils ne se mettent pas... moi, j'aimais bien la réplique dans un film d'Audiard qui disait, passez-moi l'expression, 2 abrutis qui marchent iront toujours plus loin que 10 intellectuels assis. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils se mettent en mouvement, qu'ils s'organisent, qu'ils bougent, qu'ils construisent. Mais il faut être constructif, il ne faut pas être que dans la revendication. Quand on n'est que dans la revendication, ça ne fonctionne pas parce qu'à un moment donné, on ne sait plus pourquoi on revendiquait à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient dans ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent réellement, vers où ils veulent aller. Vous savez, quand vous montez en voiture, si vous ne savez pas où vous allez tourner en rond des heures et des heures. Vous pouvez dire « je suis arrivé », mais vous n'êtes pas arrivé au bon endroit. C'est ce que je dis quand je faisais de la formation sur les entreprises, tout ça, quand je dis les gens, je dis mais attendez, c'était quoi l'objectif en fait ? Parce que vous vouliez aller à Bordeaux, vous êtes arrivé à Marseille, vous me dites on a réussi. Ben non, le problème c'est que vous allez à Bordeaux, donc il y a un problème, vous n'avez pas réussi. C'est toujours par rapport à l'objectif. C'est quoi leur objectif ? Qu'est-ce qu'ils veulent eux ? Parce que moi, vous me posez la question, moi je leur pose la question, c'est ce que je dis aux gens. Je dis en fait, vous voulez quoi ? Ah, on veut bien vivre. Non, ça c'est d'accord, mais c'est quoi aujourd'hui ? De quel diagnostic on part ? D'où on part ? Et c'est quoi le chemin à parcourir ? Parce que ce n'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Que vous prenez quelqu'un qui débute que quelqu'un qui a déjà en sport. Vous voyez ? Le gars, et vous avez un travail à faire. Donc on leur a dit, il faut que les gens se musent, il faut que les gens se construisent, et il faut que les gens acceptent aussi de ne pas être sûr de réussir, quoi. Parce que, si vous voulez, Zidane, il y en a un, et pourtant des millions de gens font du foot, hein. Mais voilà, il faut accepter aussi, faut accepter dans une équipe d'être porteur d'eau, d'être défenseur, d'être moins en vue que celui qui a marqué les buts. C'est un travail d'équipe, mais il faut que tout le monde accepte. Et donc pour ça, il faut être dans l'engagement et non pas dans l'intérêt particulier. Il faut être dans l'intérêt général. Comme ça évite l'amertume et les frustrations. Parce que je trouve que quand on fait croire aussi aux gens beaucoup de choses, on crée de l'amertume et de la frustration. Vous savez, les gens, quand vous leur dites non, c'est difficile à entendre la première fois. Mais quand vous leur expliquez pourquoi vous leur dites non, et parce que vous êtes obligé de leur expliquer, ben, ils comprennent pas. Mais quand vous leur dites oui, ils cherchent pas à savoir pourquoi vous leur avez dit oui. Parce qu'un oui, pour eux, c'est positif et tout ça. Alors qu'il faut leur expliquer pourquoi vous leur dites oui. Comme ça, quand vous leur dites non, ils comprennent pourquoi vous dites non, puisque vous êtes dans l'éthique. Le oui est éthique et le non est éthique aussi. Il n'est pas frustrant, le non. À un moment donné, vous voyez ce que je veux dire ?
C'est comme les gens qui me disaient, vous savez, les racistes qui ont fait des sondages en disant, un sondage, je ne sais pas, vous vous rappelez cette polémique en disant 62%, c'est pour ça que quand je parlais de croix et tout ça, 62% des musulmans, des pratiquants musulmans, des croyants musulmans, pensent que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Moi, j'étais surpris qu'il n'y ait que 62%. Parce que s'ils sont croyants, c'est 100%. Les gens ont le droit de le penser. Mais les catholiques aussi, ils ont le droit de le penser. Par contre, ils n'ont pas le droit de l'appliquer. Par contre, la loi des hommes, c'est celle qui s'applique dans la rue. C'est celle qui s'applique dans la vie. C'est celle qui s'applique. Mais à titre personnel, je peux penser, comme moi, je peux penser que je suis Superman. Par contre, si je me jette d'un pont parce que je pense voler, je vais avoir une grosse désillusion. Donc la réalité, elle va me rattraper. Mais j'ai le droit de rêver. Ils ont le droit de penser. Et que des croyants pensent que la loi de Dieu est supérieure des hommes, j'espère bien quand même, sinon ce n'est pas des croyants. C'est ça, vous voyez comme quoi, comment on dénature un sondage en disant « Ouh là là, c'est la peur, 62%. » Moi, je dis que 62%, normalement c'est 100%. Si vous êtes croyant, non, mais c'est pas... Et la loi de Dieu, un croyant, il croit plus en Dieu que la loi des hommes. Il croit au paradis, il croit... Et c'est son droit, comme ceux qui ne croient pas. Mais quand on fait des sondages comme ça, à quoi on joue? À faire peur aux gens, et on montre ça, et tout le monde était « Ah oui, mais mais où on va ?» Et donc c'est pour ça que je dis, il faut déconstruire tous ces préjugés, ces représentations. Après, bon, les sondages, on sait que c'est quand même assez orienté et très imbriqué avec... En ce moment, c'est la chasse... Donc ça, c'est à prendre avec beaucoup de distance, je pense. Et est-ce que tu as des figures inspirantes, des lectures ou des expériences qui t'ont marqué et que tu souhaiterais partager? Oui, je pense qu'il faut lire, il faut voir, effectivement, il y a des gens qui ont été des humanistes, on pourrait prendre effectivement dans la communauté à qui ils avaient proposé, comme Einstein et tout ça, qui se sont opposés aussi, tout ça, donc on peut reprendre des gens comme ça. Il y a, je parlais des grands noms, Hannah Arendt par exemple, pour montrer qu'on a une vision universaliste des choses. J'ai été marqué par les grands révolutionnaires. Moi, j'étais très marqué par les grands révolutionnaires. Parce que les grands révolutionnaires, même si après, ils ont pu commettre des erreurs, ils ont pu commettre ce qu'on veut, mais au départ, leur cause était noble, c'était de libérer le peuple. Ce que je leur reproche, c'est d'après d'avoir muselé le peuple. Mais, ouais, et donc, moi, j'ai été très marqué par les Sékou Touré, par les Modibo Keïta, les Lumumba, Mandela, les révolutionnaires algériens. Tout ça, ça a marqué tout ça. Et après, aussi les intellectuels, qu'ils soient français ou africains. J'ai été beaucoup marqué. Vous savez, quand vous lisez Victor Hugo et d'autres, même Clémenceau, Zola, mais Clémenceau, homme de son temps, qui avait dénoncé les horreurs en Algérie, etc., qui est une figure. Ouais, il y a des gens comme ça qui peuvent vous influencer. En fait, moi, je n'ai pas une influence, et je pourrais aussi citer que des gens connaissent moi, parce que moi, je viens du PSU, donc anticolonial, le parti de Rocard, mais au début. Et il y avait Mamadou Dia, qui était Premier ministre au Sénégal avant qu'il soit débarqué, pour des raisons de stratégie par rapport au Sénégal. Donc, vous voyez, moi, l'histoire, je la regarde dans les yeux, je travaille. Et puis après, vous savez, vous avez effectivement le Che, vous avez tout ça. C'est tous ces révolutionnaires. Vous avez aussi Salvador Allende au Chili. Vous voyez, tous ces gens-là qui ont essayé de penser qu'un autre monde était possible et qui se heurtent à ceux qui, aujourd'hui, veulent empêcher cet autre monde. Donc, c'est effectivement la façon de penser. Et après, bon, j'ai lu tous les livres des sociologues, je ne vais pas tous les énumérer, mais je pense qu'il faut dire aux gens que c'est important de lire, mais pas de lire pour prendre la place d'autres, mais de lire pour pouvoir se faire sa propre pensée, et son propre regard sur les choses. Vous voyez ? Et c'est vrai que, bon, après moi j'ai fait sociologie, donc j'étais beaucoup plus là-dessus, mais j'aime beaucoup aussi les grands philosophes. Je ne parle pas des philosophes actuels, qui sont des philosophes en papier, là, en carton, là, tu sais, qui justifient les génocides, tout ça. Non, je ne parle pas de cela. Je parle des vrais philosophes qui ont marqué notre histoire. Et quelle est ta vision d'une société plus juste, plus humaine et plus durable dans ton monde idéal? Mon idéal, une société plus juste, plus humaine et plus... C'est effectivement, je le disais, c'est une société qui repose, un monde qui repose sur le droit. Le droit comme boussole. Et ce droit qu'on doit faire évoluer en permanence. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit figé, puisque le droit, c'est les hommes qui le font et qui le font évoluer. Et donc, ce monde idéal, c'est aujourd'hui de pouvoir vivre dignement de son travail. C'est déjà un préalable. Vous voyez, je ne cherche pas à parler de trucs, je parle juste de... Aujourd'hui, les gens essayent de survivre. C'est les besoins fondamentaux. Voilà, déjà que les gens puissent vivre dignement de leur travail.
que les gens puissent aussi avoir un travail digne. Vous voyez, tout ça, c'est déjà que les gens puissent avoir un foyer, que les gens puissent pouvoir élever leurs enfants dans la dignité, que leurs enfants n'aient pas à souffrir ou qu'ils n'aient pas à choisir pour la nourriture et pour les choses comme ça. Voilà. Donc, pouvoir avoir une société un peu plus équitable. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, quand vous avez multiplié vos dividendes par 10 et que alors que personne a progressé, vous avez 9,3 millions de pauvres, c'est difficile de dire aux gens, eux mêmes, qu'il faut se serrer la ceinture. Aujourd'hui, on est en train de faire croire que les gens qui ont des aides, ils volent l'État. Oui. C'est hallucinant quand même de pouvoir... Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de vivre des aides en fait. Voilà, moi je les invite à aller prendre le RSA. Non mais c'est ça, ils voulaient remettre travail pour le RSA. Moi je les invite à aller prendre le RSA, hein, et avoir au moins un an, et ils verront s'ils vont continuer à vouloir, s'ils ne vont pas vouloir. Parce que, à part, il y a peut-être 0,01 de gens qui, pour des raisons autres et tout ça, mais globalement, moi, les gens que je connais, les gens, ils cherchent du travail. Alors, bien sûr, ils veulent un travail de qualité, bien payé, mais c'est normal qu'ils aient des aspirations. Pourquoi ils n'auraient pas des aspirations nobles et de s'élever? C'est ça le problème qu'on a. Donc, ouais, moi, vous savez, j'essaye pas de dire il faut les grands soirs. Si on pouvait juste avoir un peu, baisser un peu, décarboniser, si on pouvait avoir des conditions de vie, une transition énergétique, tout ça, écologique, et des gens qui peuvent consommer, qui peuvent se loger dignement, qui peuvent vivre leur travail, qu'on n'ait plus ces travailleurs pauvres qui vivent dans leur voiture ou qui vivent dans des tentes parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger, ou il n'y a pas de logement. Voilà, moi, je n'ai pas d'idéal, parce que, en fait, mon monde idéal, c'est... les gens qui choisissent leur idéal. Chacun a son monde idéal. Donc moi, mon rôle à moi, c'est de permettre aux gens de vivre leur idéal et au moins de vivre déjà dignement. Si avec humilité, je peux les accompagner pour qu'ils vivent au moins dignement, ce sera déjà un bon pas. Je pense que voilà, plutôt que de leur promettre les grands soirs. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais on doit se battre pour ça. À Clim et Louis, on arrive à la fin de cet épisode. Pour finir, j'ai 3 petites questions légères. Pas de problème. Quelles sont les 3 choses qui te redonnent instantanément le sourire? Ou au moins une. Qui me redonne le sourire, quand je suis entouré avec mes enfants, et ma famille, ça me redonne instantanément le sourire. Quand je les vois qui vont bien, surtout, et je pense que ça vaut pour tout le monde, quand vous voyez les gens autour de vous qui vont bien, ça me redonne instantanément le sourire. Retrouver des amis, les gens que j'aime, parce que c'est eux qui vous ressourcent, c'est la ressourcerie, ce qu'on appelle. Donc c'est ceux qui vous font oublier toutes les difficultés, les soucis, tout ça. Et puis la 3e chose, c'est quand je suis en mode repos, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les gens parlent que de trucs, tout ça, de s'agiter, parce que ça me permet de me poser, de lire et de réfléchir, et c'est un petit peu le moyen de se réinterroger. Est-ce que tu as une phrase, un mantra qui te guide ? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Même si je ne peux pas faire quelque chose pour les autres, j'essaie de ne pas leur nuire. À minima, c'est ça, quoi. Non, mais... Si tu ne peux rien faire, au moins ne fais pas de mal. Voilà. Et c'est ce que je dis, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je dis, fais pour les autres comme tu aimerais qu'on te fasse pour toi. En fait, je fais aussi pour les enfants des autres comme j'aimerais que les autres fassent pour mes enfants. C'est une réciprocité. En fait, on doit agir comme on a envie que les autres agissent. Ouais, c'est comme on a envie que les autres agissent avec nous. Il y a des gens qui agissent mal et ils s'étonnent que les gens agissent mal avec eux. Vous savez, il y a un proverbe, quand on sème, on récolte la tempête. Voilà, donc il faut... Voilà. Est-ce que tu as un rêve un peu fou que tu aimerais réaliser ? Voir grandir le plus longtemps possible mes enfants et les petits-enfants, parce que je crois que nos rêves, c'est à travers eux qu'on les vit, non ? Mais à bout d'un moment, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut sortir de l'ego, de soi, pour parler, de voir les autres. En fait, moi, mon rêve, c'est de voir grandir et peut-être de voir aussi les choses évoluer positivement. Après, des rêves personnels, on en a toujours plein. Moi, je rêve en permanence. Mais c'est bien que ça reste des rêves parce que ça nous permet de garder cet espoir. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est surtout l'espoir, en fait. Ce que j'aimerais, c'est de ne jamais perdre l'espoir. Parce que quand on a perdu l'espoir, c'est pour ça que les gens dans le quartier, ils ont perdu l'espoir. Quand vous perdez l'espoir, c'est fini. Il n'y a plus de moteur.
Il faut toujours, et donc moi c'est cet espoir que j'essaie de nourrir et d'entretenir. De nourrir et d'entretenir, de me dire chaque matin j'ai l'espoir d'une vie meilleure et de me dire ah ça avance, et vraiment, et c'est vrai que quoi de plus important pour une personne, pour un parent, pour un père, une mère ou un comme ça, que de voir grandir ses enfants, ses petits-enfants, et peut-être ses petits-enfants si c'est ce qui sera plus compliqué, mais et peut-être c'est quoi de plus valorisant, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, surtout quand ils vont bien. C'est ça le truc, surtout quand ils vont bien. Donc voilà, donc moi, mon seul truc, c'est pour le reste, vous savez, c'est ce que je dis aux gens, et je m'arrête, c'est que moi, je viens de la classe ouvrière. Donc j'ai manqué, pas manqué parce qu'il n'y a pas d'amour, heureusement qu'il y a mes parents, mais vous comprenez, c'est-à-dire que je n'avais pas l'opulence, j'avais du mal et tout ça. Les gens le racontent des fois, modeste, les gros casse-croûtes, les trucs qu'on mangeait, bon voilà, très modeste. Et donc la vie, elle m'a, par rapport à ça, donné plus que je n'aurais pu espérer quand j'étais jeune. Les gens de ma génération, beaucoup sont morts malheureusement. J'ai une pensée pour eux, avec qui j'ai grandi. Et donc, j'ai pu, moi, arriver jusqu'à maintenant, vivre et tout ça. Donc, je me plains pas. Voilà, ouais. Et je me dis, ouais, moi, je suis là, je vois mes enfants. Je sais que j'ai des amis qui étaient de ma génération qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas pu voir leurs enfants, ou qui ont des enfants qui n'ont pas pu les voir grandir. Donc, vous savez, on peut regarder ce qu'il y a le mieux derrière, mais il faut regarder aussi ce qui pourrait être. Donc, tant que je me lèverai le matin, je me dirais, je garde l'espoir et je crois que la vie m'aura gâté parce que et si je garde un peu la santé avec, c'est important aussi la santé. Si on n'a pas la santé, malheureusement, c'est compliqué. Donc voilà, donc c'est un peu humble comme perspective, voilà, mais en tous les cas, moi, ça me suffit. J'ai pas de grosses velléités, comme on dit. Voilà, moi, tant que je suis bien dans ma tête et que je me renie pas, je pense que c'est du bonus. Hakim Elouli, je vais te remercier de ta présence, pour ta parole et ton engagement sincère. Je suis ravie de t'avoir reçu sur le podcast et je voulais encore te remercier chaleureusement d'avoir porté la voix de Gaza devant le Sénat. Pour moi, c'était un moment très émouvant. J'ai été très touchée quand j'ai découvert ces images et je tenais aussi à te remercier pour avoir fait ça. Parce que finalement, c'est une voix qu'on n'entend pas assez. Merci d'avoir fait ça. Je te remercie parce que ça me touche ce que tu me dis, mais en fait, j'ai aucun mérite. C'est ma matrice, c'est-à-dire qu'en fait, je n'aurais pas pu ne pas le faire. Et nous, on était très mobilisés depuis 2023, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas arrivé dans les... Même s'il faut convaincre et tout ça, parce que c'est une question de justice. En même temps, ça aurait été contraire à mes valeurs. Donc, j'ai aucun mérite. J'ai juste essayé de mettre en acte ce que j'ai toujours dit et développé. Et comme je l'ai dit à certains, et leur si j'allais au Sénat pour reproduire l'oligarchie, je me serais trompé de parcours. Mais c'était une parole courageuse. Et ça mérite d'être souligné. Et en tout cas, elle a résonné, cette parole. Ouais, mais elle est moins courageuse parce que malheureusement, on ne peut pas faire, que le courage des Palestiniens et des Gazaouis. Bien sûr. Ça, c'est eux et ces enfants. Parce que mais bon, je peux en parler parce qu'après, on va... Mais moi, j'ai vu, parce que les médecins sortaient de Rafah quand on y était en février, comme Iman et tout ça, l'infirmière, avec des vidéos et des photos. Et c'est vrai que ça me hante un peu de temps en temps. Parce que j'ai des enfants, vous avez des enfants. Quand vous êtes père, vous devez protéger vos enfants. Mais quand vous ne pouvez pas les protéger, parce que c'est ça que vivent les familles palestiniennes, c'est qu'ils regardent leurs enfants mourir. Qu'est-ce qui peut être pire pour la dignité humaine ou pour le truc que de voir mourir ses enfants? Donc j'ai aucun mérite. Au contraire, je devrais même être... Parce que c'est juste une question de dignité et de justice. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'aimerais pas qu'on fasse à mes enfants, je ne veux pas que ce soit fait aux enfants des autres. Et quand vous êtes père, et je le disais tout à l'heure, la fierté de les voir grandir, quand vous savez que vous ne verrez pas grandir vos enfants, quand vous voyez vos enfants, quand vous les tenez dans vos bras, affamés, qui sont en train de mourir, vous avez vu ces photos-là, quelle dignité il peut vous rester quand vous n'êtes pas capable de protéger votre enfant. Et moi, je me mets à la place de ces parents gazaouis qui veulent protéger leurs enfants, mais qui ne le peuvent malheureusement pas. Qu'est-ce qui peut leur arriver de pire que de voir leurs enfants mourir sans pouvoir les sauver, alors qu'à 2 pas, il y a une aide humanitaire
c'est impensable. Moi, j'ai vu les entrepôts, c'est blindé de chez blindé. C'est la première fois dans l'humanité. C'est pas qu'il manque de trucs alimentaires. L'aide alimentaire, elle est à foison. Elle est en train de pourrir aux frontières de Rafah et d'ailleurs. Et voilà, c'est ça. Donc, j'ai pas de courage. Le courage, c'est cette résilience des Gazaouis, du peuple palestinien. Et voilà. Mais bon, c'est toujours très difficile de parler d'enfants et de femmes et de gens qui sont des civils, contrairement à ce qu'on dit. Mais c'est vrai que pour ce gouvernement fasciste et génocidaire, ce sont tous des membres du Hamas. Pour eux, les 2 millions de Palestiniens, il faut les exterminer, parce qu'il est aussi, c'est pareil en Cisjordanie, alors qu'il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie. Donc ils cherchent juste des prétextes pour justifier l'horreur, et ça, on ne peut pas l'accepter. Même si on condamne tout ci, cela, en fait, c'est pas vrai, c'est juste des éléments de langage, de la propagande. Le seul truc, c'est qu'il faut 2 États. Il faut que les deux États puissent vivre ensemble, dans la sécurité, mais dans le respect mutuel. Et ça, la colonisation qu'ils sont en train de mettre en œuvre et qu'ils ont accéléré à Jérusalem-Est et en Cisjordanie n'est pas de... Et comme quand ils ont été bombardés au Qatar, les gens du Hamas qui sont les négociateurs de la paix, c'est qu'ils ne cherchent pas à libérer les otages, ils cherchent juste à continuer à accroître cette guerre et à créer ce génocide ou éradiquer le peuple ou le faire effectivement le faire partir, quoi, entre guillemets. Voilà. L'épurer, c'est l'épuration ethnique. Donc, je te laisse peut-être le dernier mot de la fin. Si tu avais une dernière chose... moi, je n'ai pas de dire ça, c'est que moi, je voudrais aussi te remercier, parce que tu as mais je peux te remercier aussi, parce que tu fais ces podcasts pour donner de l'altérité, donc c'est plutôt moi qui te remercie pour ton engagement. Écoute, je suis très touchée. Merci pour tout, et je te dis à très bientôt. Merci. Merci à tous. Si vous avez aimé le podcast, si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous, et je vous dis à très bientôt. Merci Akli. Merci.